Bonjour. Donc pendant ce cours, on va parler de propriété industrielle. On va parler surtout des brevets et des marques. Donc, un entrepreneur, un innovateur, quelqu'un qui crée une activité nouvelle ou un service nouveau, un procédé nouveau, un nouvel objet, il a travaillé, il a investi du temps et éventuellement du matériel pour produire cette innovation et il faut qu'il puisse essayer, en tout cas, de la rentabiliser. Donc il faut freiner la limitation de son innovation. Souvent, il ne pourra pas l'empêcher complètement, parfois oui, mais parfois il ne pourra que la freiner. Mais s'il la freine suffisamment longtemps pour pouvoir la rentabiliser, eh bien, ça peut être, c'est souvent ce qui se passe dans des secteurs comme l'agroalimentaire. Les produits nouveaux sont très vite imités. C'est très difficile d'empêcher totalement l'imitation. Mais comme les produits sont quand même assez vite, les produits nouveaux sont assez vite rentabilisés, c'est pas très grave si au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, le produit disparaît ou est trop imité parce que l'entreprise aura eu le temps de rentabiliser l'innovation. Mais enfin bon, donc il faut permettre, donner des outils aux innovateurs de se protéger de l'innovation. Sinon, s'ils n'avaient pas d'outils pour se protéger de l'innovation, ben, personne n'innoverait, personne n'aurait intérêt à faire tout le travail et les investissements nécessaires pour innover, parce que trop vite imités, les prix baisseraient et ils ne pourraient pas rentabiliser le travail et les investissements faits. Donc c'est pour ça qu'existent notamment les brevets. Alors, les brevets ont l'intérêt donc de donner un monopole pendant au maximum 20 ans sur une innovation. Si on est en pharmacie, ça pourrait être prolongé au-delà de 20 ans parce qu'un produit pharmaceutique, un médicament, on met déjà facilement 10-15 ans pour le développer. Donc après, il faut laisser un peu plus de temps au groupe pharmaceutique pour se rentabiliser ces médicaments nouveaux. Donc, le brevet a l'intérêt de donner à l'innovateur qui dépose un brevet un monopole temporaire qui peut être jusqu'à 20 ans sur son innovation, mais en échange, l'innovation, l'invention sera publiée. C'est en général des inventions technologiques qui peuvent être brevetées. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de nouveau sur le plan technologique, sinon vous aurez du mal à le breveter. Et le brevet, ça sans doute pas très solide et sera trop facilement contournable. Mais donc, il y a un petit peu le brevet est un compromis, c'est-à-dire on protège l'innovateur, mais en échange, il doit diffuser sa connaissance, c'est-à-dire publier la description de son invention. Alors, les entreprises, en général, pour se protéger, vont déployer plusieurs moyens de protection. Elles vont utiliser des brevets sur ce qui peut être facilement copiable, qui est de l'ordre de technologie qui est facilement copiable, mais elles peuvent utiliser simplement le secret aussi, c'est-à-dire éviter d'avoir trop de visites d'entreprise par des élèves d'université ou d'école, ou s'il y a des visites, tenir les visiteurs éloignés des lignes de fabrication pour qu'ils ne voient pas trop les détails des processus de fabrication. Ils peuvent aussi faire signer des contrats de confidentialité à leurs fournisseurs. Ils peuvent faire signer des clauses de non-concurrence à leurs salariés de façon à éviter, parce que les cadres, ils finissent toujours les employés en général peuvent partir de l'entreprise, et si c'est des cadres du service de R&D, par exemple, ils partent avec pas mal de connaissances, donc on peut leur faire signer des contrats de non-concurrence qui font qu'ils ne vont pas aller, ils sont interdits d'aller chez les concurrents immédiats. Alors en général, on doit les rémunérer davantage quand même, parce que ça restreint les possibilités de carrière des cadres en question. Et donc, bon, quand on prendre des stagiaires en R&D aussi, ça peut être un problème pour l'entreprise parce que ça peut rompre en partie la confidentialité sur des éléments technologiques, de procédés qui sont importants pour l'entreprise. On peut aussi, en interne, limiter le nombre de personnes qui sont au courant du développement d'un produit, des détails technologiques sur le développement du nouveau produit. Les fiches produits, tous les dossiers qui sont sur les intranets, qui s'échangent par mail sur un nouveau produit, ils ne doivent être accessibles qu'à une équipe assez restreinte qui travaille réellement sur ce projet-là et pas sur d'autres qui sont sur d'autres projets, parce qu'il y a plein de choses qui pourraient diffuser
hors de l'entreprise, parce que les cadres, ils ont aussi des conjoints, ils peuvent aussi parler un petit peu, même sans y penser, et diffuser des connaissances qui sont en fait stratégiques. Donc on va voir que tout n'est pas brevetable, mais que bon, c'est une des façons de se protéger. On va voir qu'il y a aussi une autre façon, donc d'autres types de dépôts, comme le droit d'auteur, et puis aussi la marque. Donc, alors, je vous invite à aller sur les sites en France de l'Institut national de la protection industrielle, de la propriété industrielle, Institut national de la propriété industrielle, qui s'occupe à la fois des brevets et des marques. Ça, c'est au niveau national français. Au niveau européen, il y a l'Office européen des brevets qui s'occupe des brevets, et puis l'Office d'harmonisation du marché intérieur qui s'occupe des marques. Au niveau monde, c'est aussi un seul organisme qui s'occupe à la fois des brevets et des marques, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc je vous invite à aller sur les sites de ces organismes parce que vous y trouverez des choses intéressantes. Vous trouverez en particulier la liste des brevets des dernières années déposés par les entreprises, la liste des marques, et il y a plein de choses à tirer des brevets et des marques. Il faut savoir que 70%, on dit que 70% de l'information sur les technologies est dans les brevets et que 40% n'est que dans les brevets. Il faut savoir qu'il y a aussi des méthodes d'innovation qui s'appuient sur l'utilisation des brevets. On peut s'inspirer d'un brevet, mettons d'une méthode de collage au niveau micro, pour la transférer au niveau macro ou inversement. On peut s'inspirer d'une méthode de collage dans un secteur pour la transférer dans un autre secteur. On peut s'inspirer des brevets sans être pour autant contrefacteur, mais simplement pour essayer pour avoir des idées, pour avoir plus d'axes d'innovation. Donc je vous invite à ne pas hésiter, c'est assez intéressant de voir, vous pouvez taper des noms d'entreprises, Danone, Coca-Cola, Veolia, aussi Apple, pour les brevets sur les sites américains, sur les sites mondiaux, pour voir qu'est-ce qu'ils ont déposé comme brevet récemment. Alors, qu'est-ce que ça va être qu'un brevet? Un brevet, c'est donc un titre de propriété délivré par un office représentant l'État qui va vous donner un droit exclusif d'exploitation sur votre invention sur les territoires de l'État où le brevet est déposé pour une durée maximale de 20 ans. Donc, je vous ai dit, ça peut être plus de 20 ans dans la pharmacie. Donc, on peut prolonger le brevet pendant un peu plus de 20 ans. Mais le brevet ne reste valide que si on paye chaque année la redevance de brevet. Donc, si on paye l'annuité chaque année. Si vous oubliez, ce qui peut arriver dans une entreprise, pour certains brevets, on oublie de payer l'annuité du brevet, et dans ce cas-là, le brevet tombe dans le domaine public et on n'est plus protégé, tout le monde peut exploiter votre invention. Donc il faut être très très attentif à bien payer constamment chaque année les redevances sur le brevet. Le brevet, si jamais il y a contrefaçon, si quelqu'un utilise donc votre technologie que vous avez déposée, qui vous appartient et qu'il l'utilise pour faire du business, personne ne vous protégera si vous ne faites rien. C'est à vous d'aller en justice. Donc il faut d'abord avoir des preuves. Donc il faudra faire intervenir par exemple un huissier qui constatera qu'il y a tel et tel produit sur le marché. On prendra des photos des produits. Et ensuite, il faudra aller en justice, payer des avocats, etc. Donc il y a tout un coût à protéger sa propriété industrielle, ou qu'elle soit marque ou brevet d'ailleurs. Ça s'appelle une action en contrefaçon devant le tribunal et il faut absolument apporter des preuves. Donc, saisie contrefaçon, maintenant il y a rarement saisie. Par contre, il y a un huissier qui constate, il y a des photos qui sont prises, il y a un huissier qui constate que ce produit, avec telle ou telle caractéristique, se trouve sur le marché. Et ensuite, vous pourrez avoir une action au tribunal qui jugera, et c'est le juge qui déterminera s'il y a ou pas de contrefaçon. Alors, votre brevet, vous allez pouvoir le céder à une tierce personne, le vendre, ça s'appelle une cession de licence. Alors, vous pouvez vendre votre brevet pour un territoire géographique donné ou pour un domaine d'activité donné et garder pour vous
l'exploitation de ce brevet sur un autre territoire géographique ou pour un autre secteur d'application. Vous pouvez aussi céder votre brevet pour un temps limité. Donc, il y a plusieurs manières de... On n'est pas obligé de céder tout son brevet. On peut en céder qu'une application dans un domaine particulier, pour une durée particulière ou sur un territoire géographique particulier. Alors, vous pouvez aussi un peu louer votre brevet, c'est-à-dire moyennant redevance, vous laissez un tiers exploiter votre innovation, votre invention. Ça s'appelle des accords de concession de licence. Et là, ça peut être une licence exclusive, c'est-à-dire que vous ne donnez qu'à un seul acteur l'autorisation d'utiliser votre invention, de la mettre en œuvre de façon pour en tirer des bénéfices commerciaux, ou une licence non exclusive, et là, vous pouvez l'utiliser, continuer à utiliser vous-même cette invention, ou la donner, licencier plusieurs acteurs pour votre invention. Alors, tout n'est pas brevetable. Il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'invention, qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'invention technologique, et il faut que ce soit une invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. Alors, pour juger ça, l'INPI va faire appel à des experts du secteur d'activité dans lequel se trouve le brevet, la demande de brevet, et il va leur demander, bon, est-ce que c'est nouveau par rapport à ce qu'on sait déjà ? Est-ce que ça ne découle pas complètement logiquement de ce qu'on connaît déjà, des technologies déjà connues ? Donc il faut que votre brevet, non seulement soit nouveau, mais ne découle pas vraiment très facilement, très logiquement de toute la technologie connue dans le secteur. Et il faut qu'il soit susceptible d'application industrielle, donc ça peut comprendre l'agriculture. Application industrielle, là, c'est au sens, il faut que ça puisse servir à une activité d'entreprise, à une activité économique, servir à une activité qui cherche une rentabilité économique. Alors, l'état de la technique, c'est tout ce qui a été jusqu'ici rendu accessible au public par description orale ou écrite, publication, exposition, usage ou vente. Alors, en France, on est extrêmement pointilleux sur cet aspect, c'est-à-dire que vraiment une machine agricole qui est restée un week-end dans la cour d'une ferme visible par le public n'a pas pu être brevetée. Donc, il faut vraiment, quand on veut breveter quelque chose en France, le garder totalement confidentiel, mais une confidentialité absolue, pour pouvoir le breveter. Sinon, n'importe quel concurrent pourrait dire « Ah, mais en fait, ça a été rendu public ». C'est comme ça que les pansements stéristypes, qui sont des pansements en carton-papier qu'on peut acheter en pharmacie, qui servent à rapprocher les bords d'une petite plaie pour qu'elle cicatrise mieux, n'ont jamais été testés dans le public. Parce qu'effectivement, en décortiquant le petit pansement, on peut voir comment ça a été fait. Donc, les concurrents auraient pu dire, mais ce stéristype, la connaissance en a été diffusée, ce n'est plus brevetable. Donc, en France, il faut être extrêmement rigoureux sur la confidentialité de ce qu'on veut breveter, parce que très vite, on va considérer que vous avez diffusé l'information. Alors évidemment, il est hors de question de publier quelque chose que vous avez l'intention de breveter, mais même justement une expérimentation qui fait appel au public, même une exposition face à quelques passants va être considérée comme cette invention, elle a été diffusée et donc on ne peut plus la breveter. Donc ça, c'est un peu... Aux États-Unis, les critères sont beaucoup, beaucoup moins rigoureux. On va laisser un petit peu... Vous pouvez même un petit peu tester le marché avant de décider de déposer. On ne va pas être aussi drastique dans les exigences quant à la non-diffusion de l'innovation. Alors, il y a des choses qui ne sont absolument pas brevetables. Les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, je dirais heureusement, ne sont pas brevetables, parce que sinon ce serait un petit peu difficile de faire de la science si on devait payer des royalties à tous ceux qui ont inventé les différents outils mathématiques et les bases scientifiques.
Les créations esthétiques, alors donc les découvertes, les idées, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ne sont pas brevetables. Les créations esthétiques ne sont pas brevetables parce qu'elles vont être protégées par d'autres modes de protection. Les créations esthétiques peuvent être déposées par le droit d'auteur, peuvent être protégées, par le droit d'auteur. Justement, si c'est le droit d'auteur, on n'a pas besoin de déposer. Pour être considéré, vous devez juste être en mesure de prouver que vous êtes l'auteur pour avoir le droit d'auteur sur une création esthétique ou sur une création artistique d'ailleurs, hein, sur un roman, sur une partition musicale. Le droit d'auteur ne dépend pas d'un dépôt, mais il dépend que vous apportiez la preuve que vous en êtes l'auteur. Et le droit d'auteur est rattaché à la personne, tandis que le brevet peut être rattaché à la personne, mais souvent rattaché à l'entreprise. Le droit d'auteur est intéressant parce qu'il y a moins de coûts puisqu'on n'a pas besoin de le déposer, et en plus, ça dure il a une durée de 70 ans après la mort du créateur. Donc, ça dure longtemps, et on verra qu'en Europe, le droit d'auteur permet de protéger les logiciels. Alors, comme il faut pouvoir prouver que vous êtes l'auteur, c'est pour ça que si vous écrivez un roman, eh bien, vous allez envoyer votre manuscrit à une société qui s'occupe des écrivains et qui, comme ça, pourra prouver, vous pourrez faire appel à elle pour prouver si quelqu'un sort votre roman à votre place. Si vous écrivez une partition musicale, si vous écrivez des chansons ou des musiques, vous enverrez les partitions à la SACEM, qui, elle aussi, se charge de gérer la propriété sur les éléments musicaux et aussi les droits sur les éléments musicaux. Alors, les créations esthétiques peuvent être donc protégées par le droit d'auteur. Ils peuvent être aussi être protégés par un dépôt particulier qu'on appelle le dépôt comme dessin et modèle. Alors, le dépôt comme dessin et modèle va surtout servir à protéger tous les meubles, tous les éléments ou les objets qui sont designés, qui ont une forme particulière, qui a été travaillée par des designers. Mais on peut aussi déposer, par exemple, la forme d'un emballage en agroalimentaire en dessin et modèle, c'est possible. Même si la forme d'un emballage agroalimentaire va aussi pouvoir être déposée comme marque. C'est un élément aussi de la marque, et ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, le dessin et modèle, ça peut être vous protéger pendant 5 ans, renouvelable 4 fois, en payant encore à chaque dépôt, évidemment. Mais enfin, ça fait 20 ans au total. C'est quand même assez long. Alors, les programmes d'ordinateur, les logiciels en Europe ne sont pas protégeables par les brevets, mais on va voir que si les logiciels sont intégrés avec un procédé ou à une machine, ils pourront être protégés par le brevet. Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles en matière de jeu dans le domaine des activités économiques ne peuvent pas être brevetés en Europe. Elles peuvent l'être aux États-Unis. Enfin, certaines peuvent l'être aux États-Unis. En France, par exemple, les méthodes commerciales et financières ne sont pas brevetables, alors qu'aux États-Unis, elles le sont. Donc, si vous avez une méthode de contrôle de gestion particulière, si vous avez des méthodes particulières, vos argumentaires clients, etc., aux États-Unis, vous pouvez le breveter, mais pas en Europe. Enfin, pas en France, plutôt. Par contre, ces éléments-là, méthode commerciale, méthode financière, en France, sont protégés par le secret industriel et commercial. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas breveté que n'importe qui peut faire les poubelles ou faire parler vos employés et vous voler vos méthodes. Si vous pouvez prouver qu'on vous a volé ce genre de choses, vous pourrez aller en justice et faire condamner le voleur. Donc là, il y a une différence avec les États-Unis. Aux États-Unis, on a tendance à tout breveter, tandis qu'en France et en Europe, on va limiter un petit peu le brevet pour plus de souplesse, parfois pour laisser se développer plus facilement la connaissance sans que tout soit organisé par des relations marchandes. Alors, les programmes d'ordinateur, les logiciels en Europe
normalement, ne sont pas brevetables. Aux États-Unis, les programmes d'ordinateur et les logiciels sont tout à fait brevetables. Une entreprise comme Microsoft s'appuie énormément sur les brevets concernant ces éléments-là. En Europe, le fait que ces éléments-là puissent ne pas être brevetés fait qu'on a tout un secteur économique, celui des logiciels open source, qui a pu se développer, et c'est probablement la raison d'ailleurs du fait qu'on n'autorise pas le brevet, parce que ça permet à tout un secteur économique où on peut avoir accès au code source d'un logiciel et on peut éventuellement l'améliorer. Et il y a tout un secteur économique qui se développe sur ces logiciels-là, dont on a accès au code source. Ça permet un petit peu à l'Europe de développer une activité face à Microsoft dans ce secteur-là. Alors, on a dit déjà, d'ailleurs, je vous ai déjà dit que dans ce secteur-là, les entreprises qui sont dans le logiciel libre, dans le logiciel open source, en fait, vont se rémunérer par le fait que ce logiciel, certes, tout le monde a accès au code source et peut l'améliorer, mais pour utiliser le logiciel avec une grande efficacité, pour atteindre une bonne maîtrise de ce logiciel, souvent il va falloir avoir une assistance technique, et celle-là, elle sera payante auprès de l'entreprise qui a fabriqué le logiciel open source. Donc ce logiciel open source, vous pouvez l'utiliser, il est sous le régime du droit d'auteur, donc en l'utilisant, vous êtes obligé de bien préciser qui est l'auteur. Donc en général, ça va être une société qui va être l'auteur de ce logiciel, et donc ce sera inscrit, même si vous améliorez le logiciel, vous êtes obligé d'inscrire le nom de l'auteur initial. Et souvent, ces sociétés, heureusement, vont pouvoir se rémunérer en vendant les services qui permettent, donc l'assistance technique qui permet d'utiliser au mieux ce logiciel. Alors, en Europe, certes, normalement, on ne brevette pas des logiciels, mais si votre logiciel il est intégré à un procédé, si par exemple il est intégré à un robot, eh bien là, en fait, vous allez breveter de fait le logiciel en brevetant le procédé et en brevetant le robot. Donc, en Europe, les logiciels ne sont pas brevetés, mais enfin, ils ne sont pas brevetables, mais ils ne sont pas brevetables tant qu'ils ne sont pas intégrés à un procédé ou à un robot qui, lui, est brevetable. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là ? Alors, brevet sur le vivant. On va parler un petit peu des brevets sur le vivant. En Europe, les variétés végétales et les races animales et l'ensemble des procédés essentiellement biologiques d'obtention des animaux et végétaux, c'est-à-dire les croisements et la sélection, ne sont pas brevetables. Donc, en Europe, c'est clair, les plantes telles qu'elles existent dans la nature ne sont pas brevetables, les races animales non plus. Par contre, si ce sont des procédés microbiologiques, là, les micro-organismes et les procédés microbiologiques sont brevetables en Europe. Et les micro-organismes sont brevetables en Europe si on crée une lignée de micro-organismes. En Europe, les organismes génétiquement modifiés, qu'ils soient microscopiques ou qu'ils soient macroscopiques, vont être brevetables. Et on commence à en voir, il y a des plantes génétiquement modifiées qui apparaissent et qui sont brevetées. Il y a eu un brocoli dont la forme facilite la récolte, qui a été breveté, et une tomate ridée qui est particulièrement adaptée à la production de tomates sèches qui ont été brevetées. Alors, en Europe, la connaissance technique d'une matière biologique qu'on sait isoler d'une plante ou d'un animal, donc si on sait isoler une matière d'une plante et d'un animal, et qu'on sait prouver que cette matière, elle a un intérêt particulier, elle a des qualités particulières, donc on a découvert les qualités et l'intérêt de cette substance, et bien dans ce cas-là, vous pouvez breveter votre connaissance et votre mode d'extraction de cette matière, et ça va être votre propriété. Donc, la connaissance technique d'une matière biologique, si on sait l'isoler, si on a prouvé son intérêt, on peut la breveter. En Europe, les variétés végétales issues de croisement et de sélection
ne sont pas brevetables, mais elles sont protégées par le certificat d'obtention végétale, on dit COV, COV, qu'il faut déposer. Donc si vous développez une variété végétale, vous allez la déposer à l'instance nationale des obtentions végétales. Vous pouvez la déposer, ça c'est si vous la déposez en France. Si vous la déposez au niveau européen, donc sur l'ensemble, pour plusieurs pays européens, ce sera à l'Office communautaire des variétés végétales. Alors ce COV vous assure une protection pendant 25 ans, qui est même de 30 ans pour les vignes, les arbres, pour les végétaux dont la vie est longue. Alors, ce COV, cette protection ce certificat d'obtention végétale est sensiblement différent du brevet parce qu'il y a dessus ce qu'on appelle l'exception de recherche. Exception de recherche, ça veut dire que si vous prenez une variété qui a été déposée, une variété végétale il y a quelqu'un, par exemple une entreprise de semences, qui est propriétaire de cette variété végétale, vous pouvez en avoir une partie, vous pouvez la multiplier, la sélectionner, et si vous arrivez à en extraire une variété nouvelle, qui est différente de la variété souche, et si cette variété nouvelle a des qualités, un intérêt particulier, eh bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir la déposer et en avoir un certificat d'obtention végétale à votre nom, sans aucune rémunération pour le producteur de la variété souche. Donc, c'est intéressant dans la mesure où ça permet d'encourager la poursuite de l'amélioration végétale. D'abord, les sémenciers souvent trouvent que ce n'est pas un bon principe, ils trouvent que ça leur enlève une partie de la valeur qu'ils ont créée, mais en tout cas, c'est le principe européen et c'est vrai que ça permet d'encourager les gens à sélectionner encore des variétés sur lesquelles il y a déjà des certificats d'obtention végétale. Alors, aux États-Unis, on peut déposer des brevets sur les plantes, sur les variétés végétales. Aux États-Unis, un organisme vivant est brevetable s'il n'existe pas dans la nature et s'il est le produit de l'ingéniosité humaine. Donc, c'est assez large et ça fait que des plantes non OGM, des plantes tout à fait classiques, peuvent être brevetables. Bon, il faut avoir créé quelque chose de nouveau quand même. Les micro-organismes sont brevetables et les OGM, micro ou macro, vont être brevetables. Et aux États-Unis, il n'y a absolument aucune exception. On ne peut pas prendre des semences et en faire de la recherche. Aucune exception de recherche n'est possible. Pour les États-Unis, enfin, dans la culture américaine, la protection, c'est ça qu'on privilégie. La propriété, chaque chose doit être appropriée, alors qu'en Europe, on a toujours peur de bloquer la progression de la connaissance, et donc on assouplit un petit peu pour que le progrès puisse continuer, pour que les connaissances continuent à se diffuser. Il y a deux cultures très différentes. Alors, aux États-Unis, il y a eu des tentatives de breveter des gènes. Il y a notamment une société qui s'appelle Myriad, qui a déposé, il y a un certain nombre d'années, un brevet sur un gène qui était un gène qui prédisposait des femmes à un cancer du sein particulièrement grave. Alors, Myriad avait en plus été assez gourmand parce que Myriad avait institué que pour faire le diagnostic de ce cancer du sein, puisque identifier le gène permettait de diagnostiquer avec un prélèvement d'ADN si on était porteur ou non de ce gène qui rend prédisposant à un cancer du sein grave. Et donc, ça a permis à Myriad de développer un diagnostic de cette prédisposition. Mais pour faire ce diagnostic, Myriad imposait aux femmes à passer par son laboratoire et à payer cher ce diagnostic. Et donc, une bataille s'en est suivie internationale avec des instituts européens qui travaillent sur le cancer. Beaucoup de gens étaient scandalisés par ce brevet de Myriad, qui a d'abord, donc, dans un premier temps, été accepté. Et ça a été une bataille juridique avec décision du tribunal, appel, etc. Ça a duré longtemps, bataille juridique devant les tribunaux américains, et c'est remonté jusqu'à la Cour suprême, qui finalement a invalidé, mais ça a pris des années, invalidé le brevet de Myriad, et a dit qu'en fait, elle l'invalidait parce qu'il n'était pas possible de breveter
la connaissance d'un gène, l'identification d'un gène qui existe dans la nature. Donc, on peut penser que maintenant, il n'y aura plus guère de risque qu'on essaie de breveter des gènes qui existent. Alors, entre-temps, en fait, l'intérêt de Myriad, c'est là où c'est dangereux d'être trop gourmand, parce que, en fait, tous les instituts qui travaillent en génétique et sur ce genre de problèmes de santé avaient, entre-temps, trouvé des moyens d'identifier le gène, parce qu'on pouvait identifier ce gène aussi de façon optique, plus simple, et avait trouvé des moyens en fait, de contourner donc, le brevet de Myriad en trouvant d'autres moyens de diagnostiquer l'existence de ce gène. Et en fait, plus personne n'avait besoin d'acheter le brevet à Myriad pour faire les diagnostics. Donc, c'était... c'est bien que la Cour suprême ait dit qu'un gène qui existe dans la nature, on n'a pas le droit de le breveter. Mais c'est aussi pour vous montrer que quand une entreprise veut abuser de sa propriété intellectuelle, de sa propriété industrielle plutôt, bien c'est dangereux. Parce qu'il y a quand même des concurrents qui sont puissants et qui, dans ce cas-là, peuvent mettre tous leurs efforts, toutes leurs ressources pour contourner le brevet. Et après, celui qui a essayé d'être trop gourmand, eh bien, finalement, il perd. Il perd et les autres ont réussi à, quand même, en fait, à élargir l'utilisation de ce brevet. Enfin, à faire disparaître le droit de propriété de Myriad. Bien, alors... Qui va pouvoir déposer un brevet? Alors, les brevets, vous allez pouvoir les consulter, donc je vous invite à aller les consulter. Et dans les bases de brevets, les brevets sont consultables à travers une classification qui est internationale. Vous pouvez entrer un certain thème, vous pouvez entrer un code, si vous connaissez le code d'un brevet que vous recherchez. Vous pouvez rentrer par un mot qui sera dans le titre, ou un mot qui sera dans le résumé ou dans le texte, et par le nom du déposant. Et ça, c'est intéressant, ça a un côté... même un peu ludique de chercher telle ou telle entreprise, qu'est-ce qu'elle a déposé récemment comme brevet. Ça vous donne des indications sur quel axe stratégique elle est dans sa technologie. Donc c'est une source essentielle, les brevets, pour la veille technologique, pour l'apprentissage, pour s'inspirer, pour apprendre aussi les technologies qui existent, et pour la recherche d'idées innovantes. Alors, ça je l'ai déjà fait. Donc, pour un brevet, pour être valable, donc ça, je l'ai dit. Toute personne, voilà. Donc, qui peut déposer un brevet? Une entreprise ou une personne, un individu peut déposer un brevet. On peut déposer un brevet tout seul, ou on peut déposer un brevet en copropriété avec d'autres. Et on va le déposer généralement auprès de l'institut du pays dans lequel on est actif, alors à l'INPI ou dans une préfecture ou dans une délégation régionale. Alors, le brevet ne vous protégera que dans les domaines pour lesquels vous avez déposé votre brevet. C'est-à-dire que vous allez déposer votre brevet pour un domaine d'activité particulier ou pour plusieurs, mais plus vous déposerez votre brevet dans plusieurs domaines d'activité, à chaque fois, ça coûtera un peu plus cher. Donc, vous pouvez déposer un brevet dans l'alimentaire et dans la cosmétique et, je ne sais pas, dans la chimie, mais à chaque fois, ça vous coûtera un petit peu plus cher. Mais c'est important de réfléchir à ça. Donc, on appelle ça les revendications. Donc, les domaines d'application de votre brevet, ce sont les revendications. Et, par exemple, la société Bell a déposé un brevet, l'emballage des apéricubes. A déposé le brevet, ils ont déposé le brevet, y compris au Japon. Mais en fait, ils avaient déposé que dans le domaine alimentaire. Et au Japon, le brevet, en fait, était contrefait, mais dans un autre domaine qu'alimentaire. Et comme Bell avait déposé ce brevet que dans le domaine alimentaire, bien, ils n'ont pas pu se défendre. En fait, ce n'était pas de la contrefaçon, puisque ce n'était pas dans le domaine où Bell avait protégé son brevet. Donc ça, c'est important. Donc important de réfléchir, dans quel domaine je dépose. Parce qu'en général, on fait une invention dans un domaine particulier, mais il faut se demander si ce ne serait pas utile dans d'autres domaines et réfléchir un peu si c'est rentable, s'il y a des marchés dans ces autres domaines, si ça vaut le coup d'élargir les revendications ou pas. On en reparlera un peu tout à l'heure. Alors, un brevet ne produit d'effet juridique que dans les pays dans lesquels il est déposé et aussi dans les pays pour lesquels des extensions ont été réalisées. C'est-à-dire que quand vous avez déposé un brevet, par exemple en France,
eh bien l'innovation ne va pas être brevetable dans d'autres pays, parce qu'en fait, vous l'avez déposé en France, donc en fait là, c'est public. Hein, vous avez diffusé la connaissance, ça a été publié, donc plus personne ne peut déposer un brevet sur cette invention dans d'autres pays. Par contre, dans les pays où vous n'avez pas étendu votre brevet, si vous n'avez pas étendu votre brevet aux États-Unis, en Algérie, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans ces pays-là, on pourra produire avec votre invention. On pourra utiliser votre invention pour faire des objets, pour faire une activité économique. Par contre, on ne pourra pas réexporter de ces pays-là en France où vous avez déposé le brevet. Et là, c'est les douanes qui doivent bloquer le produit à la frontière parce que c'est la contrefaçon. Donc, une fois que vous déposez dans un pays, l'invention est diffusée, donc plus personne ne peut le déposer ailleurs. Mais par contre, vous n'êtes protégé que dans ce pays-là. Et dans d'autres pays, on peut mettre en œuvre votre invention. Mais par contre, on n'a pas le droit de le vendre dans les pays où vous avez soit déposé votre brevet, soit où vous l'avez étendu. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous allez déposer le brevet. Alors, avant de rentrer là-dessus, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans un brevet. Donc, dans un brevet, vous allez décrire votre invention. Vous pouvez mettre des dessins, hein, pour éclairer de quoi il s'agit. Vous devez situer votre brevet par rapport à l'état de la technique, par rapport au savoir existant, hein, et par rapport aux autres brevets qui peuvent exister déjà. Si le brevet est trop vague, qu'on ne voit pas très bien de quoi vous parlez, dans ce cas-là, il y a toutes les chances que l'INPI le rejette, refuse de le valider. Mais par contre, si vous êtes trop précis sur les petits détails du brevet, là, en fait, vous facilitez la contrefaçon. Parce que si vous dites, par exemple, il faut mettre un composant, je mets un composant en bois, quelqu'un qui le mettrait en plastique ne serait pas contrefacteur. Donc, il va falloir employer des formulations pour dire, je mets un composant qui ait une rigidité telle que ça permette d'appuyer à la fois sur tel et tel élément. D'employer des formulations extrêmement générales pour que ça puisse vous protéger pour tous les matériaux possibles, imaginables, qui auraient la fonction demandée dans votre produit. Donc c'est pour ça que la description de votre brevet, il va falloir l'écrire en discutant avec un conseiller en propriété industrielle, qui est un juriste spécialisé et agréé par l'État, qui a tout à fait l'habitude d'écrire des brevets, et à qui il va falloir communiquer de façon précise pour lui communiquer bien qu'est-ce qu'il y a de réellement nouveau, qu'est-ce qu'il y a de stratégique dans votre brevet, et qu'il comprenne bien quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il faut réellement protéger et qu'est-ce qui fait partie de la connaissance commune. Donc, mais ne rédigez pas un brevet tout seul, parce que vous avez toutes les chances, en fait, de mal le rédiger et, in fine, d'être mal protégé. Donc, être quand même assez précis, mais pas trop. Et aussi, au niveau des revendications, c'est tentant de dire je protège pour les applications dans tel secteur, et puis dans tel secteur, dans plein de secteurs, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que si vous protégez dans plusieurs secteurs, il y a des secteurs que vous connaissez mal, il y a peut-être des antériorités, c'est-à-dire en fait ce brevet, le mécanisme a peut-être été déjà déposé dans un secteur éloigné que vous connaissez mal, et dans ce cas-là, le brevet peut être rejeté, en tout cas pour cette application-là. Donc, il faut protéger votre invention dans les secteurs que vous connaissez un peu et vous savez qu'il peut y avoir des marchés et que ça peut être rentable. Une fois déposée la demande de brevet, il faut savoir que vous ne pouvez plus changer la description de votre invention. C'est terminé, elle est figée. Si vous en voulez en déposer une autre, il faudra redéposer une autre demande de brevet. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir et bien formuler avec un conseiller juridique la demande de brevet, et pas... parce qu'après, c'est fini, on ne peut plus la modifier. Par contre, ce qu'on peut modifier au cours de l'instruction du brevet, ce sont les domaines d'application de votre brevet, ce qu'on appelle les revendications. Les domaines d'application de votre brevet, vous pourrez les restreindre, notamment si l'INPI vous dit que, ou si des concurrents vous disent qu'en fait, ce brevet existe déjà dans cet autre secteur. Donc, dans un brevet, il y a un résumé, et vous pouvez y exprimer par des dessins
utiliser des dessins pour mieux expliquer votre technologie. Alors, comment ça va se passer au niveau du temps, du déroulé de l'instruction de votre demande de brevet? Donc, disons que vous déposez à l'INPI votre demande de brevet à T0. L'INPI va d'abord faire une vérification rapide, regarder si votre dossier est complet, si la description de la technique paraît à peu près suffisante. Et puis ensuite, il va instruire l'étude de votre brevet pendant 7 à 8 mois. Et au bout de 7 à 9 mois, et au bout de 7 à 9 mois, l'INPI va vous envoyer le rapport de recherche sur votre brevet et un avis sur la brevetabilité de votre invention. Alors, le rapport de recherche, c'est un peu tous les brevets, l'état de la connaissance technologique dans le domaine dans lequel vous déposez, c'est-à-dire tous les brevets qui sont sur des choses adjacentes, qui ont à voir avec votre brevet. Quel est l'état de la technique dans le domaine où vous déposez? Et ça va être intéressant parce que vous allez voir les brevets qui existent dans différents pays du monde, qui sont dans le domaine où vous déposez. Donc il y a peut-être des choses que vous ignoriez totalement, des brevets dont vous ignoriez totalement l'existence, que vous allez découvrir en lisant le rapport de recherche. Et ça vous donnera des éléments sur dans quel pays j'étends mon brevet. Alors, il faut savoir que vous avez 1 an après le dépôt de la demande de brevet pour décider si vous étendez votre brevet à l'étranger et si vous l'étendez, dans quel pays vous l'étendez. Après cette année-là, c'est impossible. C'est plus possible d'étendre le brevet à l'étranger. Donc, il faut bien utiliser cette année pour réfléchir, c'est de la stratégie, dans quel pays je me protège. Alors, plutôt rechercher les pays où il y a un gros marché pour votre invention, pour les produits de votre invention. Et il faut savoir donc, que dans chaque pays où vous étendez, en fait, vous allez devoir payer chaque année pour entretenir votre brevet. Donc, plus vous étendez votre brevet à différents pays étrangers, et bien plus chaque année, ça va vous coûter cher de payer les redevances pour entretenir le brevet. Et si vous arrêtez de les payer, dans ce pays, le brevet va tomber dans le domaine public. Donc, il faut être extrêmement attentif sur ces éléments-là. Alors, si vous décidez, mettons, à 11 mois, T0 plus 11 mois, je vais étendre mon brevet, souvent un brevet qui est extrêmement rentable, qui paraît être extrêmement rentable, qui a de grosses potentialités, on va chercher à le déposer sur les gros marchés que sont les États-Unis, l'Europe et les BRICS, c'est-à-dire les pays émergents qui ont de gros marchés, le Brésil, la Chine, et d'autres pays de ce type-là, qui sont des pays où il y a une croissance importante et où donc on peut penser qu'on va pouvoir rentabiliser l'invention. Par contre, on va négliger d'aller déposer le brevet dans des pays à faible pouvoir d'achat parce que jamais ça vous permettra de rentabiliser tous les efforts que vous aurez faits pour faire le dépôt de brevet. Donc en général, vous allez négliger tous les pays africains, par exemple, parce que, à moins que votre invention soit d'application particulière dans un des pays d'Afrique, parce que c'est des pays pauvres. Et donc, du coup, dans ces pays-là, on peut mettre en œuvre le brevet sans vous payer de redevances. Alors, une fois que vous aurez étendu à l'étranger, en fait, vous allez bénéficier de la date du dépôt de la demande de brevet en France. C'est-à-dire que si vous avez déposé pour votre invention et vous avez à T0 plus 11 mois, vous décidez d'étendre votre brevet, par exemple, aux États-Unis. Si dans cette période de 11 mois, quelqu'un aux États-Unis a déposé la demande de brevet pour exactement la même technologie, eh bien, si finalement l'INPI valide votre brevet, cette personne-là, son brevet ne sera pas valide. Donc celui qui aura essayé de déposer pour la même technologie après vous, son brevet sera refusé parce qu'en fait, vous avez priorité à partir de la date de dépôt de demande de brevet en France, dans le pays où vous déposez. Donc ça, c'est un point important. Une fois que vous avez fait la demande de brevet, vous avez le temps de réfléchir et vous êtes protégé contre ceux qui, entre-temps, déposeraient un brevet qui soit le même que le vôtre, déposeraient une demande de brevet qui soit le même que le vôtre. Alors, au bout de 18 mois, l'INPI va publier le dépôt de brevet au BOPI,
bulletin officiel de la propriété industrielle. Et à partir, donc là, le brevet est public, tout le monde peut lire cette revue, ce BOPI, ce bulletin. Et pendant 3 mois après cette publication, donc, toute personne peut contester votre brevet. Et là, donc, ça va être plutôt les concurrents qui vont contester en disant, en fait, moi, j'ai fait presque la même chose, c'est une imitation de mon brevet, ou alors, c'est pas vraiment d'application industrielle, ou ça marche pas bien. Enfin, vont faire des remarques à l'INPI en contestant l'acceptation. Alors, en pharmacie, les groupes contestent, enfin, ont toute des escouades de juristes pour mener ce genre de guerre de brevet sur une molécule en disant, mais en fait, moi, j'ai pratiquement la même molécule, donc la sienne n'est pas brevetable, où on voit bien dans tout ce qui est produit électronique, Samsung, Apple, etc., des batailles de brevets pour contester le brevet des autres et dire, mais en fait, c'est une contrefaçon de mon propre brevet. Voilà, donc ces batailles vont se situer dans cette période-là, et vous avez 3 mois, renouvelables une fois, donc en fait 6 mois, pour répondre à ces contestations. Et éventuellement, si en fait il y a des domaines effectivement où vous vous apercevez que finalement il y a déjà eu des brevets déposés sur votre invention, mais dans un domaine où vous pensiez pouvoir vous déposer, donc vous pourrez à ce moment-là abandonner certains domaines d'application s'il y a déjà des brevets déposés dans ces domaines-là. Alors, si, in fine, l'INPI accepte votre demande de brevet, valide votre brevet, donc ça va dépendre de toute cette instruction et de la nature des contestations des autres acteurs. Donc, si l'INPI valide votre brevet, il va vous les délivrer en fait un peu plus de 2 ans après le dépôt de la demande de brevet. Donc, c'est long l'instruction d'un brevet. Et donc, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, pendant lequel vous ne pourrez pas rentabiliser et chercher à vendre quelque chose et à rentabiliser cette invention que vous avez peut-être mis déjà pas mal de temps et pas mal d'argent à développer. Alors, la demande de brevet, donc, il est très fortement conseillé de la faire avec un conseil en propriété industrielle, qui est un juriste spécialisé et agréé. C'est quelqu'un qui se fait payer de l'ordre de plusieurs centaines d'euros de l'heure, donc qui va engendrer des coûts, les coûts de la demande de brevet, mais c'est quelqu'un qui sera extrêmement utile et sur lequel il faut absolument vous appuyer si vous faites une demande de brevet. Alors, on voit sur le site de l'INPI, par exemple, on voit des coûts qui ont l'air pas du tout très élevés, mais si on regarde grosso modo en comptant les honoraires du conseil en propriété industrielle et les diverses taxes, etc., en fait, pour faire le dépôt d'une demande de brevet en France, c'est de l'ordre de 5 000 euros, 3 000 s'il y a très peu de revendications, très peu de domaines d'application, si c'est un brevet qui n'est pas trop long à instruire. Mais en gros, il faut plutôt tabler que ce soit 5 000 euros. Et donc là, c'est uniquement, si vous déposez uniquement en France. Ça ne vous protège à ce moment-là que sur le territoire français. Alors vous voyez que pour maintenir le brevet, il va falloir payer chaque année une redevance. Et si vous ne payez pas cette redevance, votre brevet tombe dans le domaine public et tout le monde peut utiliser votre invention sans rien vous demander, sans rien vous verser surtout comme rémunération. Donc il faut faire très attention de bien entretenir le brevet. Alors, vous voyez que jusqu'à la 5e année, c'est seulement 35 euros. Et puis ensuite, ça augmente. Plus on va dans le temps, ça augmente. Donc, en fait, ça pousse un petit peu les inventeurs à abandonner leurs brevets, à cesser d'entretenir des brevets qui ne seraient pas rentables ou des brevets qu'ils auraient déjà rentabilisés. Alors, il faut savoir qu'il y a des réductions. Un brevet, ça va être moins cher à déposer pour un individu. Et la première demande de brevet d'une PME aussi, elle va avoir un coût, elle va pouvoir faire le dépôt avec un coût moindre. Ce qui est très cher, c'est si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui contrefait votre brevet, qui utilise votre invention sans rien vous payer, à ce moment-là, ce qui va être cher, c'est qu'il faut vous-même que vous alliez défendre votre brevet, donc que vous mobilisiez un huissier pour qu'il constate, fassiez tout un dossier pour aller en justice, payer des avocats, etc. Et ça va coûter cher. Mais si vous ne le faites pas, c'était peut-être pas la peine de protéger votre brevet. Donc,
il va falloir prévoir dans le budget de votre propriété industrielle qu'il y aura certaines dépenses en justice à faire pour défendre votre propriété industrielle. Alors, vous allez donc étendre les droits à l'étranger dans l'année qui suit votre dépôt de demande de brevet. Donc, vous allez soit déposer seulement en France, soit déposer au niveau de l'Union européenne, dans certains pays de l'Union européenne ou dans tous les pays de l'Union européenne. Et vous pouvez aussi, donc il y a des traités de reconnaissance mutuelle de la propriété industrielle, des traités qui couvrent 124 pays, donc où vous allez pouvoir déposer. Alors, au niveau européen, il y a une procédure qui est un petit peu commune à l'ensemble des pays européens. Donc, on a une procédure commune et puis un éclatement dans les différents pays européens. Avant, il fallait traduire dans chaque langue de tous les pays européens. Maintenant, on ne traduit que dans un nombre limité de langues, ce qui a permis de réduire le coût d'un dépôt au niveau européen. Par contre, si on est amené à aller au tribunal pour une action en contrefaçon, là, on va être obligé de traduire le brevet dans la langue du pays où on attaque. Donc, en polonais, si c'est en Pologne, en Angleterre, si c'est en Angleterre. Oui, ce qu'il faudra aussi, c'est que là, il y a la procédure commune de dépôt, une procédure commune de dépôt, puis un éclatement dans chaque pays. Mais par contre, il faudra entretenir le brevet dans chaque pays où on veut étendre le brevet. Donc, le paiement de l'entretien du brevet, ça va être multiplié par le nombre de pays où on veut défendre son brevet. On veut entretenir son brevet. Donc, c'est pour ça que ça finit par être cher. Alors, dans les autres pays, il y a une procédure qui permet de déposer simultanément dans plusieurs pays. Mais c'est pareil. Hein, et puis, il y a un dépôt simultané dans plusieurs pays. Puis ensuite, il y a une procédure allégée dans chaque pays, donc au niveau du Patent Cooperation Treaty. Mais là aussi, il faudra entretenir le brevet dans chaque pays si on veut être protégé. Donc, tout ça, ça fait que ça peut revenir assez cher. En Europe, un brevet dans 10 pays maintenu 10 ans va coûter de l'ordre de 20 000 euros. Aux États-Unis, 10 pays maintenus 10 ans, ça va coûter entre 12 000 et 15 000 euros. Et au Japon, 10 pays maintenus 10 ans, ça va coûter entre 12 et 18 000 euros. Donc vous voyez que c'est plus cher en Europe à cause de ces problèmes de traduction d'une langue à l'autre. Et bon, même si en fait, avant c'était 30 000 euros, c'est passé à 20 000 euros, donc ils ont quand même réussi à réduire le coût du dépôt de brevet. Alors, il faut savoir que les règles, les législations ne sont pas encore unifiées, même au niveau simplement européen, ce qui fait qu'au niveau européen, par exemple, les réglementations pour accorder une licence peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Donc, il faudra bien vous renseigner, si vous accordez une licence, qu'est-ce qu'il en est des réglementations dans tel ou tel pays. Ça peut très bien être différent des réglementations en France. Et à l'échelle internationale, eh bien là, il y a les législations, les règles peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. Donc là aussi, il faut se renseigner. Ça peut être différent aux États-Unis, en France. Les règles peuvent être différentes. Les juridictions, le droit, c'est pas unifié. Alors, donc vous ne pourrez pas protéger votre brevet dans tous les pays. Il faut protéger votre brevet, il faut étendre juste simplement aux pays qui constituent des marchés importants. Mais ça peut être quand même assez coûteux. Par exemple, moi je connais une start-up qui développe des molécules à effet sur la nutrition humaine. Et ils ont déposé, donc c'est quand même un potentiel élevé, leur découverte. Et donc, ils ont déposé 5 brevets, et ils ont déposé aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans les BRICS, c'est-à-dire dans les pays émergents à forte croissance. Et ça leur revient pour 5 brevets à 100 000 euros par an pour entretenir ces 5 brevets, pour qu'ils ne tombent pas dans le domaine public. Donc, bon, ça revient cher, quoi, hein. Il faut vraiment là que pour aller... Donc ça, c'est des brevets qu'on appelle triadiques quand ils sont dans ces 3 zones géographiques.
Et c'est en général des brevets, là on peut être sûr que l'invention a un fort potentiel, en tout cas estimé. Après, on ne peut pas savoir ce qui se passe parce qu'il y a des études cliniques à faire derrière. S'il y a un effet secondaire, etc., le brevet peut finir par n'avoir aucune valeur. Mais en tout cas, on peut penser, là, on estime que si la start-up paye de telles sommes, c'est qu'elle croit au potentiel de son innovation. Et c'est une manière, en fait, de juger du potentiel d'une innovation, de voir si le brevet a été déposé seulement en France, ou s'il a été déposé en France plus dans quelques pays étrangers, ou s'il a été déposé comme ça dans 3 énormes zones, celles où les marchés sont les plus importants. On peut penser que dans ce cas-là, c'est une innovation qui a un fort potentiel, en tout cas estimé. Alors, la culture sur la propriété industrielle, je vous ai dit, est différente entre les États-Unis et la France. Et c'est vrai qu'en France, si vous faites un procès pour contrefaçon, le contrefacteur va en général devoir vous payer des dommages et intérêts qui vont couvrir un petit peu les ventes que vous avez perdues, donc qui vont couvrir le dommage qu'on vous a fait, mais pas beaucoup au-delà. Par contre, aux États-Unis, si vous faites un procès en contrefaçon, vous pouvez gagner bien plus que ce que vous avez perdu, et donc c'est assez incitatif à déposer le brevet, et c'est aussi incitatif pour les avocats à être très actifs dans ce domaine-là. Donc les dommages et intérêts en matière de contrefaçon sont beaucoup plus importants aux États-Unis qu'en France. Alors, les grandes entreprises, les groupes ont des portefeuilles de brevets, ils ont d'énormes services de R&D qui découvrent des choses et donc qui déposent des brevets. Donc, ils ont des portefeuilles de brevets très importants. Et il faut quand même qu'ils regardent régulièrement, qu'ils fassent des tris, qu'est-ce que j'entretiens comme brevet, qu'est-ce que j'entretiens pas, parce que sinon, c'est des coûts qui ne sont pas négligeables. Mais par contre, même des brevets qui ne l'exploitent pas, ils peuvent avoir intérêt à continuer à les entretenir. D'une part, en termes d'image, c'est important d'avoir des brevets. Une entreprise comme L'Oréal, par exemple, communique beaucoup sur ses brevets. Et aussi parce que ces brevets, ils peuvent être échangés avec d'autres entreprises qui ont d'autres brevets. Donc, on peut faire du transfert de technologie avec une autre entreprise à partir de ces brevets, ce qui permet, on peut échanger. Toi, tu as ce brevet, il est complémentaire au mien. Bon, je te donne le mien, tu me donnes le tien, et puis on peut, par exemple, en commun, construire un produit, un service à partir de ça, et le vendre et le rentabiliser. Moi, je connaissais, par exemple, une entreprise qui, en France, avait déposé un brevet sur... il y avait un couvercle avec une bande métallisée, et il posait sur un petit support, mais qui était en contact avec la bande métallisée, de la neige carbonique. Et ça permettait que la bande métallisée conduise la chaleur, enfin le froid de la neige carbonique, il le faisait dans des caisses en polystyrène expansé, donc il y avait ce couvercle-là avec la neige carbonique, ça permettait de faire du froid dans la caisse en polystyrène expansé. Simplement, la caisse en polystyrène expansé, quand on l'envoie par la poste, etc., ou qu'on la transporte, le polystyrène, ça s'abîme assez vite. À stocker, c'est volumineux, donc ce n'était pas idéal, cette caisse-là. Et ils ont trouvé aux États-Unis une autre entreprise qui avait déposé aussi un brevet, mais elle, pour un emballage qui était fait de plusieurs couches de plastique, qui étaient dans plusieurs couches, à l'intérieur des couches, entre les couches, il y avait de l'air. Donc, vous savez que l'air est un excellent isolant. Donc, avec cet emballage multicouche contenant de l'air, c'est un emballage qu'on gonflait. Et donc, quand il se dégonflait, il était à plat, il ne prenait aucun volume. Et puis, quand il se gonflait, c'était un très bon isolant. Et du coup, ils ont fait, entre la petite entreprise française et la petite entreprise américaine, un échange de leurs brevets, sans aucun échange d'argent, simplement. Et ça a permis de développer une activité particulière. Alors là, c'était plus parce que au départ, l'entreprise qui utilisait les caisses en polystyrène non expansé et ce pont de froid avec de la neige carbonique l'utilisait pour envoyer des produits alimentaires frais avec de la vente par Internet, et elle envoyait aux gens qui commandaient par Internet des produits alimentaires frais dans ces caisses, ou alors elle les déposait par des petits systèmes de camions. Mais là, elle a pu en fait développer une autre activité qui est le transport d'organes pour des greffes au niveau médical, qui est à plus grande valeur ajoutée que de transporter des fromages de chèvre dans une boîte en polystyrène expansé. Donc en adjoignant le couvercle avec la bande métallique et la neige carbonique qui permet de faire du froid à l'intérieur donc
d'un volume qui est fait par ces couches de plastique qui sont très commodes parce qu'on peut les dégonfler et donc les stocker facilement sans que ça prenne de la place. Et ça a permis de développer une activité en fait extrêmement rentable sur cette base-là. Donc voilà un exemple de transfert de technologie entre deux entreprises. Alors, ces entreprises qui ont beaucoup de brevets peuvent aussi faire des pools de brevets. Si vous faites, par exemple, les formats d'images, les formats JPEG, etc., ou les formats de musique, les formats MP3, en fait, ces produits renferment énormément de brevets. Il y a énormément de brevets qui sont nécessaires pour faire ce format d'image, pour faire ce format MP3. Et ce brevet, si on devait payer à chaque fois qu'on achète un logiciel d'image, tous les brevets à tous les acteurs qui ont concouru à faire ce format d'image, on n'y arriverait pas. Donc en fait, il y a un pool de brevets. Il y a un pool de brevets de toutes ces entreprises et on achète à ce pool de brevets le format d'image ou le format MP3. Et après, elles se répartissent les redevances entre elles. Mais donc ça permet que ces produits soient vendables. Le fait de pouvoir regrouper dans un pool l'ensemble des inventions de différents groupes qui ont coopéré pour produire un type de produit comme ça. Alors, il faut savoir aussi, si vous êtes un petit acteur, une PME ou même un individu, que vous avez inventé une technologie, vous l'avez brevetée, et puis en fait, il y a un gros marché pour votre technologie, pour votre invention. Dans ce cas-là, il faut bien réfléchir. Si vous-même, vous ne pouvez pas produire et satisfaire tout ce gros marché, eh bien, parfois, il vaudra mieux céder la licence de ce marché que de dire bon, c'est mon brevet, c'est ma propriété, donc je ne la cède à personne, et moi-même je produis, mais en fait, vous ne pouvez satisfaire qu'une très faible partie du marché. Donc, en fait, vous révélez une demande à des concurrents qui, eux, vont bien avoir envie de la satisfaire, surtout donc si c'est rentable, et qui vont être bloqués par votre brevet, qui dans ce cas-là vont travailler à contrefaire votre brevet, et si ce sont des grands groupes, ils vont trouver des voies de contourner en fait votre invention. Ce n'est pas de la contrefaçon, ils vont trouver une autre manière de réaliser votre invention, et in fine, vous risquez d'absolument tout perdre. Donc quand on est dans une situation comme ça, il vaut mieux, au lieu de s'accrocher à sa propriété, se dire que vous allez céder la licence à d'autres acteurs, vous pouvez continuer votre activité sur une partie du marché, et céder la licence à d'autres acteurs. Et dans ce cas-là, eux, ils vous donneront un pourcentage, en général, les royalties, c'est un pourcentage des ventes, et vous pouvez gagner infiniment plus en faisant comme ça qu'en voulant rester seul propriétaire de votre invention. Donc ça, c'est une chose à laquelle qu'il faut avoir en tête. Alors, le plus souvent, quand on dépose un brevet, on est tenu d'expliquer les grands principes de son invention. On n'est pas tenu de donner tous les petits détails, et surtout tous les petits détails qui font que votre procédé atteint une certaine productivité, une certaine efficacité, et du coup, peut-être d'application économique et industrielle. Donc, quand vous rédigez un brevet, il faut faire aussi attention à ne pas mettre tous les petits éléments qui permettent de mettre en œuvre l'application à la technologie avec beaucoup d'efficacité, parce que dans ce cas-là, vous favorisez énormément ceux qui peuvent lire votre brevet et puis le mettre en œuvre sans rien vous payer et contrefaire votre brevet si vous ne vous en apercevez pas tout de suite, et puis ensuite, de toute façon, aller défendre son brevet devant un tribunal. Il y a parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Vous pouvez aussi perdre, même quand vous êtes dans votre bon droit, parce que le juge, il ne connaît pas forcément très bien. Il faut avoir de bons avocats qui savent expliquer au juge, mais le juge peut ne pas tout comprendre de la technologie. Et donc, ils peuvent parfois donner bon droit à quelqu'un qui a tort. Ça peut arriver. Et donc, il vaut mieux essayer de freiner la violation de votre brevet en ne mettant pas l'exhaustivité des détails qui permettent de mettre en œuvre votre technologie avec efficacité. Et c'est pour ça que si vous, par contre, dans un autre sens, vous achetez un brevet, ou vous prenez la licence sur un brevet, parfois, vous essaierez de la mettre en œuvre, vous apercevrez que, bon, certes, ça marche, mais ça marche à peu près, et puis ça ne permet pas de mettre en œuvre le procédé avec suffisamment de productivité, d'efficacité. Et dans ce cas-là, vous serez obligé d'acheter non seulement le brevet, mais ce qu'on appelle le know-how, c'est-à-dire le savoir-faire pour le mettre en œuvre avec efficacité, une assistance technique, en fait, de ceux qui ont déposé le brevet, qui vont venir vous expliquer, et là, vous donnez, mais moyennant une finance supplémentaire, moyennant de l'argent en supplément,
comment mettre en œuvre votre brevet avec efficacité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, vous allez acheter le savoir-faire de l'entreprise, en plus pour optimiser l'usage de cette invention. Alors, bon, les brevets sont des armes de concurrence, hein, c'est à la fois, on peut aussi breveter parfois pour essayer, en pensant que comme ça on va bloquer les concurrents dans leur développement technologique dans telle ou telle voie. Et bon, il y a des exemples hein, de brevets qui sont faits uniquement pour faire que les concurrents ne puissent pas passer par cette voie technologique-là, et donc ça va les gêner et ça va les affaiblir. On dit qu'on peut déposer un brevet parfois pour orienter au contraire les concurrents dans la mauvaise direction en leur faisant croire que cette voie technologique est porteuse. Par contre, il faut savoir que si on n'exploite pas un brevet, c'est-à-dire qu'on l'a déposé uniquement pour ennuyer les concurrents, au bout de 5 ans, un acteur peut demander au tribunal de vous obliger à céder la licence sur ce brevet. Donc, vous ne pouvez pas non plus déposer un brevet et puis uniquement pour gêner les autres acteurs et sans l'exploiter du tout vous-même, ça ne peut durer que pas plus que 5 ans. Alors, si quelqu'un dépose un brevet sur une technologie que vous utilisez déjà, en fait, vous utilisez une technologie, puis tout d'un coup, vous apercevez, vous ne l'avez pas breveté, cette technologie, mais tout d'un coup, vous apercevez que quelqu'un a déposé le brevet sur la technologie que vous utilisez. Si vous pouvez prouver que vous utilisiez déjà cette technologie avant le dépôt de brevet par cet autre acteur, vous aurez le droit de continuer à l'utiliser. Vous n'aurez pas le droit de la breveter, puisque quelqu'un d'autre l'a brevetée, mais vous aurez le droit de continuer à l'utiliser. Donc, c'est utile d'avoir les preuves qu'on a utilisé telle ou telle technologie. C'est pour ça que les entreprises doivent bien tenir les cahiers de laboratoire, les chercheurs doivent bien tenir les cahiers de leur laboratoire, ils doivent les signer, ils doivent régulièrement les faire viser par un huissier qui, comme ça, valide le cahier de laboratoire et que si un jour on se retrouve à devoir défendre son intériorité d'utilisation de cette technologie en justice, ce sera une preuve valable si c'est un cahier de laboratoire qui a été visé régulièrement par un huissier. Donc il y a ce système des cahiers de laboratoire pour prouver qu'on a utilisé un jour cette technologie. Et puis il y a aussi le système des enveloppes solo qui n'existe qu'en France, qui est particulier à la France. Hein, l'enveloppe solo, c'est quelque chose que vous allez acheter une enveloppe à l'INPI. C'est une enveloppe qui a 2 volets. Vous allez décrire votre technologie et vous allez mettre exactement la même description dans chacun des 2 volets de l'enveloppe. Et vous allez fermer les enveloppes et les envoyer à l'INPI. Alors l'INPI va marquer les 2 volets au laser pour être sûr que c'est bien les 2 volets du même envoi. Et on va en retourner un des volets de l'enveloppe à l'utilisateur qui doit le garder soigneusement fermé pour, s'il a un jour à défendre son antériorité dans l'utilisation de cette technologie, au tribunal, il faut que ce soit le juge qui ouvre ce volet pour qu'il n'ait pas pu être réécrit. Donc, dans le cas où vous utilisez une technologie que tout d'un coup quelqu'un dépose un brevet dessus, si vous pouvez prouver par cette enveloppe solo que vous l'utilisiez avant, parce que vous l'avez déposée, vous pouvez continuer tranquillement à utiliser cette technologie, à l'utiliser de façon commerciale, à faire du business avec, ça ne pose pas de problème. Vous ne pouvez pas déposer le brevet, mais vous pouvez continuer à utiliser cette technologie, ce qui est déjà pas mal. Sans payer de redevance à celui qui a déposé le brevet. Sans rien lui payer, on s'entend bien, en fait, vous avez le droit d'utiliser cette technologie sans rien payer à personne. Alors, cette enveloppe solo, ça ne vaut que 15 € à l'INPI, donc c'est un moyen de se protéger de la possibilité qu'un autre acteur dépose un brevet, qui est quand même très bon marché, et ce serait dommage de s'en priver. Alors par contre, ce n'est valable qu'en France. Ça n'est pas utilisable dans d'autres pays. Donc les entreprises, alors si vous envisagez de déposer un brevet, vous devez faire une recherche d'antériorité, c'est-à-dire que vous devez vérifier qu'il n'y a pas d'autres, que ce brevet, la même technologie, n'a pas été déposée avant, sinon vous seriez déjà en situation de contrefacteur. Généralement, les entreprises vont combiner plusieurs moyens de se protéger. Elles vont combiner le brevet et le secret.
ils ont des stratégies mixtes de protection de leurs inventions. On peut citer l'entreprise Michelin parce qu'elle est très connue pour être extrêmement secrète. Et en fait, elle a une stratégie qui consiste sur tout ce qui est copiable, donc tout ce qui est accessible aux concurrents, au public, etc. Là, elle va déposer des brevets. C'est vrai que sur des pneus, on doit pouvoir voir pas mal de choses rien qu'en dépiotant le pneu. Donc là, elle dépose des brevets. Et puis, sur tout ce qui est interne, ces procédés en interne, ces manières d'optimiser ces techniques de fabrication. Là, pas de brevet, elle ne publie rien, mais c'est le secret qui la protège. Et là, le secret, elle a des procédures de secret qui sont sévères, avec des clauses de confidentialité dans tous les contrats de travail, évidemment, clauses de confidentialité avec les fournisseurs avec qui elle travaille, fragmentation de l'information technique, technologique entre différentes équipes. Il y a une partie de l'équipe qui connaît une partie de la technologie, mais seulement une partie, et une autre qui connaît l'autre partie, pour que les cadres qui bavardent ne puissent pas diffuser trop d'éléments confidentiels. Éventuellement, elle met en œuvre ces nouveaux produits dans des unités séparées de ces usines habituelles. Elle construit des unités de production spécifiques pour des productions nouvelles. Et on dit même qu'elle met en scène parfois des fausses activités pour leurrer ses concurrents, pour les envoyer sur des fausses pistes. Donc en fait, vous voyez qu'il y a toute une stratégie. En fait, les entreprises doivent gérer sérieusement leur propriété industrielle, parce que les enjeux financiers sont extrêmement importants. Ce n'est pas la peine de mettre du temps et des moyens pour développer des inventions et des innovations, et ensuite se les faire imiter par les concurrents. Alors vous, qui allez être salarié, si vous êtes dans une entreprise comme salarié et vous inventez quelque chose, une invention, une innovation, à qui va appartenir l'innovation ? Et oui, à l'entreprise, parce que vous êtes ingénieur et qu'un ingénieur, dans sa mission, a une mission d'inventivité. Donc, si vous êtes ingénieur et que vous travaillez dans une entreprise, ce que vous allez inventer dans cette entreprise est la propriété de l'entreprise. Alors, si c'est breveté, le brevet appartiendra à l'entreprise, mais vous serez cité parmi les auteurs et normalement, vous devriez avoir une rémunération supplémentaire. Alors, il faut savoir qu'en cas de contentieux, il y a à l'INPI une commission nationale des inventions de salariés qui peut être utilisée pour chercher un compromis, une conciliation entre l'entreprise et son salarié quand il y a conflit. Moi, j'ai connu un cas dans une entreprise où un des salariés avait développé une innovation, il avait inventé quelque chose, et il a essayé de le communiquer à son entreprise qui ne s'y intéressait absolument pas. Donc l'entreprise, ne s'intéressant pas du tout à son innovation, il l'a déposée en son nom propre d'individu. Et puis en fait, il a commencé à faire du business avec et ça marchait très bien. Et comme ça marchait très bien, l'entreprise, tout d'un coup, le DG de l'entreprise a dit mais ça m'appartient, c'est du vol, quoi. Cette innovation m'appartient et tribunal parce que effectivement ça avait été développé par quelqu'un qui était son salarié et donc normalement ça appartenait à l'entreprise. Donc ça s'est terminé au tribunal et ça s'est terminé en fait par un accord à l'amiable, mais en fait le salarié qui avait fait l'innovation, il était obligé de céder une partie de la valeur sur cette innovation, une partie de la rentabilité à l'entreprise, parce qu'en fait l'entreprise était dans son bon droit, même si ça n'est pas était dans son bon droit, considérant que ça avait été fait chez elle, même si en fait au départ elle s'était désintéressée totalement de cette innovation. Elle n'a pas du tout vu que en fait ça pouvait être source de rentabilité. Voilà, alors il n'y a que pour le gardien de nuit qui lui invente quelque chose pendant qu'il fait son gardiennage de nuit, l'entreprise, il n'a pas de mission d'inventivité, donc et puis alors évidemment il ne faut pas qu'il utilise les équipements de l'entreprise, mais dans ce cas-là, les innovations qu'il fera lui appartiendront, mais pas un ingénieur, il est payé pour inventer, justement, pour innover. Et donc, ce qu'il fait à l'intérieur de l'entreprise appartient à l'entreprise. Alors, il n'y a que si vous inventez ou vous innovez dans un secteur qui n'est pas du tout celui de l'entreprise et que vous n'avez pas du tout utilisé les équipements de l'entreprise, vous avez fait ça le week-end ou le soir. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez prouver que ça n'a rien à voir avec l'activité d'entreprise, ça n'a utilisé absolument aucun équipement d'entreprise. Et là, vous pourrez être le seul inventeur de
de l'innovation, et là, l'entreprise ne pourra rien vous réclamer. Mais c'est uniquement dans ce cas-là que vous pouvez être l'auteur le seul à breveter votre invention. Alors, si on veut, on utilise une technologie, on ne veut pas la breveter, mais par contre, ce serait embêtant que d'autres la brevettent. On ne voudrait pas que d'autres puissent breveter cette technologie, on veut simplement pouvoir continuer à l'utiliser sans que d'autres la brevettent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien oui, on peut la rendre publique, on peut la publier. Donc, comme c'est publié, plus personne ne peut déposer de brevet dessus. Donc, quand on ne veut pas que quelqu'un brevette sur une technologie, eh bien, il suffit de la rendre publique, il suffit de la publier. Et donc, il y a ce qu'on appelle des revues défensives, des revues dans lesquelles, en général c'est sectoriel, dans lesquelles les entreprises du secteur publient tout ce qu'elles veulent pouvoir continuer à utiliser tranquillement. Donc, elles veulent que ce soit public. Elles ne veulent pas, stratégiquement, elles n'ont pas intérêt à le breveter, elles n'ont pas vu d'intérêt à le breveter, mais donc elles le publient pour que ce ne soit pas brevetable par d'autres. Et donc, ça reste libre d'exploitation sans contestation possible. Donc, il y a des revues défensives, et quand l'INPI va étudier des brevets, il va aller voir particulièrement dans ces revues défensives si ça n'a pas été publié par tel ou tel acteur, par tel ou tel grand groupe en particulier, la technologie, l'invention que vous voulez breveter, parce que peut-être qu'en fait, c'est publié quelque part. Alors, vous-même, quand vous êtes en train de mettre en œuvre un procédé, une technologie, de développer un produit nouveau dans une entreprise, il faut vous poser la question, est-ce que le procédé que j'emploie, la technologie que j'emploie, soit elle appartient à l'entreprise dans laquelle je travaille, ou soit est-ce qu'elle est bien libre de droit? Il faut se poser la question, parce qu'être contrefacteur, c'est assez grave, et ça peut, s'il y a des enjeux financiers très importants, ça peut être condamnable très lourdement. Donc, se demander si c'est une technologie qui est tombée dans le domaine public, ou si votre entreprise a acheté la licence pour cette technologie, ou elle a acheté le brevet, ou c'est elle qui a déposé le brevet, ou c'est elle qui a inventé la technologie. Donc, se préoccuper que les procédés, les technologies qu'on utilise sont libres de droit, c'est très très important. Et si vous créez une start-up, vous préoccupez une start-up qui emploie une technologie, il est très important que vous vous demandiez est-ce que j'ai bien la propriété sur toutes les technologies que j'emploie? Est-ce qu'elles sont toutes libres? Soit j'en suis propriétaire, soit est-ce qu'elles sont toutes libres de droit? Et vérifiez bien qu'il n'y a pas un brevet qui a été déposé sur telle ou telle partie de la technologie que vous employez. Parce que ça, les financiers, si un jour vous demandez à des financiers de vous financer, c'est un des éléments qu'ils vont vérifier. Ils vont être inquiets que dans même un procédé, une technologie prometteuse, oui, mais est-ce que toutes les briques de cette technologie, vraiment, la start-up a le droit de les utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas un acteur qui va arriver et qui va dire, mais il y a de la contrefaçon, il y a une partie des éléments dont moi j'ai la propriété, donc vous me devez des redevances, ou alors même je vous empêche d'utiliser cette brique technologique. Donc ça, c'est des aspects qu'il faut absolument étudier sérieusement. Alors, si tout d'un coup, j'utilise une technologie, puis tout d'un coup, je m'aperçois que quelqu'un d'autre a déposé un brevet sur une technologie que j'utilise sans l'avoir déposée, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être sûr que, pour m'assurer qu'il a bien le droit de déposer un brevet sur cette technologie et est-ce qu'il peut ou non m'empêcher d'utiliser cette technologie? Est-ce que je suis en état de contrefaçon? Eh bien, il faudra d'abord vérifier que l'autre acteur qui a déposé le brevet a bien déposé le brevet pour exactement la même technologie que celle que vous employez. Parce que parfois, un petit détail peut faire que vous n'êtes pas contrefacteur. Parce qu'en fait, il y a une petite différence entre ce que vous faites et ce qui est dans le brevet. Donc, bien vérifier, relire le brevet sérieusement, éventuellement avec un conseiller juridique, pour vérifier que c'est exact, ce qui est décrit dans le brevet, c'est exactement ce que vous faites, ce que vous utilisez. Bien vérifier que cet autre acteur a bien payé les redevances, paye bien chaque année les redevances pour ce brevet, donc a bien entretenu son brevet, sinon s'il a déposé, mettons, depuis plusieurs années, vous apercevez que sur la technologie que vous utilisez, qu'il y a eu un brevet déposé depuis plusieurs années, peut-être que les redevances n'ont pas été payées, et peut-être qu'en fait le brevet est dans le domaine public. Ensuite, si ce n'est pas le cas, si le brevet a bien été entretenu, vous pouvez rechercher si vous avez des preuves
que vous utilisiez déjà cette technologie avant le dépôt de brevet. Donc il faut que vous prouviez que vous utilisiez la technologie avant. Soit vous avez déposé une enveloppe solo, soit vous avez des cahiers de laboratoire qui montrent que vous utilisiez déjà cette technologie avant qu'elle soit déposée par un autre acteur. Donc recherchez dans votre entreprise. Et si tout ça, vous ne trouvez pas de preuves, eh bien dans ce cas-là, vous arrêtez d'utiliser cette technologie et vous consultez un conseil en propriété industrielle, donc un avocat, mais vous arrêtez d'utiliser la technologie parce qu'effectivement, être contrefacteur, ça peut coûter cher. Même si c'est au pénal, si les enjeux sont importants, ça peut même conduire à la prison et à des centaines de milliers d'amendes, plusieurs centaines de milliers. Donc, vous pouvez aussi, parfois c'est tout simple, vous demandez à celui qui a déposé le brevet de vous accorder une licence. Une fois que vous avez arrêté de l'utiliser, évidemment, vous allez voir celui qui a déposé le brevet, et puis vous voyez, vous négociez avec lui pour avoir une licence. Parfois, en fait, peut-être que ce secteur-là ne l'intéresse pas, et le secteur où vous êtes, et peut-être qu'il vous accordera la licence, en fait, à pas très cher. Ça arrive. Et en tout cas, il faut vérifier si vous pouvez, s'il veut bien vous accorder la licence, et s'il ne veut pas, il faut que vous trouviez une autre technologie. Il n'est pas question que c'est pas du tout autorisé d'utiliser la technologie qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, tous les brevets ne sont pas rentables. On dit qu'il y a à peu près 70% des brevets déposés qui finalement ne sont pas utilisés. Donc ça fait une partie énorme parce que les gens déposent à tout hasard. Bon, si on dépose que sur le territoire français, ça ne coûte pas énormément. Et puis, toujours à un moment, on peut cesser d'entretenir le brevet. Donc, le budget peut être limité. Puis, ça prend du temps à voir s'il y a un marché ou pas. Hein. Il vaut mieux déposer et puis voir après si on peut le rentabiliser. Donc, 70% des brevets ne sont finalement pas rentables. Il y a 1% des brevets qui vraiment rapportent des sommes faramineuses. C'est le cas un petit peu dans le domaine agroalimentaire. On a le brevet sur le Tetra Pak, sur l'emballage Tetra Pak multicouche, qui en fait permet d'emballer des tas de boissons différentes, des soupes aux jus de fruits, etc. Donc ça, c'est un brevet qui rapporte énormément. Mais il y a à peu près 29% des brevets qui génèrent un revenu d'acceptable à important. Hein, mais finalement, bon, ça fait à peu près qu'un tiers des brevets qui rapportent quelque chose de significatif, quoi. Alors, si vous développez une innovation ou une invention, vous aurez besoin de parler à d'autres acteurs. Parce qu'on ne progresse pas sans échanger, sans discuter avec des gens qui sont compétents dans le domaine. Donc, il est important dans ce cas-là que vous fassiez signer, avant de discuter de votre idée sur une technologie ou de votre innovation, que vous fassiez signer un accord de confidentialité. Donc, c'est simple, c'est un papier qui indique qu'à telle date, j'ai discuté avec monsieur Untel sur mon innovation, et donc la personne signe, vous aussi, et chacun garde un exemplaire du contrat. Donc ça permet de limiter les risques qu'on vous vole votre innovation. C'est pas absolu, hein, c'est comme tout, c'est pas absolu, mais ça peut être dissuasif. Vous pourrez, si jamais la personne met en œuvre votre innovation pour en faire une activité économique rentable, de la poursuivre en justice pour avoir des dédommagements. Alors, sans breveter, si vous avez vous-même un savoir-faire que vous n'avez pas breveté, le savoir-faire, vous le gardez secret. Hein. C'est important que d'ailleurs vous ayez tout fait pour le garder secret, pour que vous puissiez, si on vous vole un savoir-faire, si vous voulez pouvoir le faire condamner ce vol au tribunal, il faut que vous puissiez prouver que vous avez tout fait pour garder ce savoir-faire secret. Donc vous avez fait signer des accords de confidentialité, vous avez confiné l'utilisation de ce savoir-faire dans des pièces qui n'étaient pas en libre accès au public, etc. Donc, sans breveter, si vous avez un savoir-faire, vous pouvez quand même le rentabiliser en le cédant moyennant finance à un tiers, par contrat. Vous pouvez faire un contrat de savoir-faire vous allez communiquer votre savoir-faire à un tiers qui va l'utiliser pour une activité économique et qui va vous verser des royalties, généralement un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il fait avec les produits issus de ce savoir-faire, même si vous ne l'avez pas déposé. Donc vous pouvez aussi rentabiliser un savoir-faire non déposé par un contrat privé entre deux personnes, même si on appelle ça parfois licencier son savoir-faire, mais ça ne correspond pas à un dépôt
à l'INPI. C'est simplement un contrat entre deux personnes. Donc moi, je sais faire ça. Je te le communique, moyennant que tu me payes des redevances sur l'activité que tu pourras générer avec cette connaissance-là. Alors, un brevet qui est facile à contourner, il faut se demander si c'est utile de le déposer. Vous pouvez facilement, en tant qu'ingénieur, aller voir l'INPI, si vous avez une idée, une innovation, aller discuter avec eux, leur demander si ça vaut le coup d'être déposé ou pas. Il faut savoir que l'INPI est rémunéré sur les dépôts de brevets, donc ils ont en général une vision assez positive, mais ils sont très ouverts, hein, donc si vous disent que ce n'est pas la peine de le déposer, là, vous pouvez être... ça veut dire qu'il est probablement inutile que vous vous embêtiez à déposer le brevet et que vous fassiez les coûts correspondants. S'ils sont positifs, si vous dites que c'est déposable, réfléchissez encore un peu s'il y a réellement un marché derrière, parce qu'eux, ils ont plutôt intérêt à ce que vous déposiez en termes, plus il y aura de déposants, plus l'INPI a de ressources. Donc, et si votre brevet est facile à contourner, ben vous serez très vite imité, donc parce que le brevet, c'est une publication. Donc le brevet, il est publié, donc vous donnez la connaissance. Si vous allez avoir du mal, si vous voyez que cette connaissance est quand même pas très élaborée technologiquement, donc elle va être facile à mettre en œuvre avec une bonne efficacité, parce qu'il n'y a pas tellement d'élaboration pour arriver à la mettre en œuvre avec efficacité. Donc dans ce cas-là, les concurrents, ils vont simplement le lire, ils vont pouvoir le mettre en œuvre. Après, il faudrait prouver qu'ils ont mis il faudrait prouver, quand il y a des produits sur le marché, c'est difficile de prouver comment ils ont été faits. Ils pourront dire peut-être qu'ils l'ont fait d'une autre manière que celle qui est dans votre brevet. Alors après, c'est des batailles juridiques face au tribunal. La société Harris, par exemple, qui a été la première à faire les pains de mie sans croûte, donc en fait, elle a déposé un brevet sur la manière dont elle enlève la croûte du pain de mie, en congelant le pain de mie pour pouvoir couper la croûte du pain de mie. Donc elle a déposé un brevet là-dessus, mais d'autres ont fait du pain de mie sans croûte. Elle les a traînés au tribunal en violation de brevet, mais ils ont argumenté qu'en fait, ils n'utilisaient pas cette technologie-là pour enlever la croûte de pain de mie, et ils ont gagné. À tort ou à raison, mais ils ont gagné, et Harris n'a jamais pu protéger son produit pain de mie sans croûte avec son brevet. Donc ça prouve qu'en agroalimentaire, le secret est peut-être plus efficace que le brevet. Il faut réfléchir parce que c'est assez facile à imiter, c'est assez facile de trouver des moyens de contourner les technologies. Donc réfléchir avant de déposer un brevet. Est-ce que de publier ce brevet risque en fait de faciliter l'imitation, et donc je vais déposer, mais finalement je n'arriverai pas à garder la propriété de ma technologie. Mais par contre, si vous avez une technologie, est-ce que mon brevet est facilement contournable, etc. Donc je révèle simplement que c'est une niche qui peut être intéressante, et finalement ils peuvent trouver un moyen soit d'imiter mon brevet, soit de trouver une autre manière de faire la même chose. Il faut réfléchir. Mais par contre, si vous avez une vraie innovation technologique, réellement quelque chose de technologiquement nouveau et qui a du potentiel, là, faites très attention à garder la confidentialité et déposez le brevet. Déposez le brevet, réfléchissez bien dans quel pays vous le déposez, mais là, à ce moment-là, s'il y a réellement une innovation technologique significative, là, il faut déposer. C'est important pour garder l'idée et pouvoir l'exploiter. Alors, la contrefaçon, donc, ça peut aller... il faut passer au pénal, hein. Généralement ça reste au civil quand même, mais ça peut être une condamnation grave, donc il vaut mieux éviter. Maintenant, quand vous allez en justice pour défendre votre brevet, il faut prouver qu'il y a réellement eu contrefaçon, mais maintenant c'est un tout petit peu plus facile parce qu'on peut quand même demander au juge, il peut demander l'origine du produit, par quel système de distribution ce produit suspect d'être contrefait a été distribué. Donc le juge lui-même peut demander des informations, et ce n'est pas l'acteur qui se défend en justice qui a à construire l'entièreté de son dossier en défense. Donc il y a des éléments que le juge lui-même peut demander. Alors, sur la propriété industrielle en général, il faut savoir qu'en général, dans les textes, il y a quand même des limitations à la propriété industrielle d'un acteur. On ne peut pas faire un usage trop extensif de sa propriété. En particulier, notamment, la Déclaration universelle des droits de l'homme est au-dessus du droit de propriété. De tous les droits de propriété, d'ailleurs,
au nom des droits de l'homme, on peut enlever la propriété des gens si vraiment on est obligé de faire passer une autoroute par là, on peut exproprier des gens si c'est d'usage pour le bien public. Il y aura une contrepartie financière à cette expropriation, mais l'État, au nom du bien public, peut le faire. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, normalement, est au-dessus du droit de propriété industrielle. Ou du droit de propriété en général, parce que, par exemple, le droit de propriété des entreprises, au moment où on a ouvert le marché des télécommunications, le marché du téléphone, au départ, le téléphone, c'était le monopole d'une société qui s'appelle France Télécom, et donc qui avait le monopole du téléphone, puisqu'on avait tous des fixes. Et le fichier client de cette entreprise, c'est ce qu'il y a dans les annuaires, c'est la liste des abonnés au téléphone avec leur numéro de téléphone. Ce fichier client, c'est celui de France Télécom, et donc, effectivement, France Télécom avait une propriété sur son fichier client. Ça fait partie de la propriété industrielle et commerciale. Pourtant, l'État a forcé France Télécom à vendre cette liste des abonnés au téléphone avec leur numéro de téléphone aux autres acteurs qui voulaient entrer sur le marché, parce que sinon, ce n'était pas possible pour eux de contacter les gens et d'essayer de leur proposer de prendre un autre acteur pour être abonné au téléphone. Donc là, France Télécom, malgré tout son bon droit sur son fichier client, a été obligé de céder ce fichier client à un prix raisonnable aux autres acteurs, sinon on ne pouvait pas ouvrir le marché du téléphone. Donc c'est un exemple où France Télécom n'a pas pu bloquer l'ouverture du marché du téléphone. Et comme ça, les autres acteurs, ils ont pu démarcher en appelant les gens, d'ailleurs, en leur demandant « Est-ce que vous ne voulez pas prendre mon réseau à moi, qui sera beaucoup mieux ?» Et voilà mes conditions financières. Donc, ils ont pu faire du démarchage téléphonique avec cette liste-là et ces numéros de téléphone. Un autre exemple, par exemple, si on pense aux médicaments contre le sida, et là, par contre, on peut considérer que les groupes pharmaceutiques ont mis beaucoup de temps avant de trouver, avant d'accepter de mettre une partie de leur traitement dans les mains à pas cher, à un prix accessible, dans les pays les plus pauvres, où des tas de gens sont morts du sida en attendant. Et ils ont résisté longtemps, bien que ce soit totalement contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'ils auraient dû mettre ces traitements à un prix accessible, puisque c'est de la vie humaine qui est en jeu. Alors, ils sont longtemps défendus en disant qu'il y avait un gros risque que les produits qu'ils commercialisaient à très peu cher dans les pays pauvres reviennent sur les marchés des pays développés, là où ils se rentabilisent. Effectivement, on comprend. Mais finalement, on voit bien qu'à force d'être obligés, ils ont trouvé un système qui fait que les traitements contre le sida, ils sont à des prix accessibles en Afrique. Enfin, peut-être pas les dernières générations de traitements d'ailleurs, mais au moins des traitements qui peuvent soigner les gens et qui ne reviennent pas sur le marché des pays développés pour concurrencer les traitements de ces grands groupes pharmaceutiques. Et on voit bien qu'il a fallu des pressions extrêmement fortes pour forcer ces multinationales. C'est parce que c'est les multinationales que c'est difficile d'ailleurs, parce que les États en fait n'ont pas le poids face aux multinationales. Et là, on voit que les ONG sont utiles, parce que c'est les ONG, je pense que ça doit être ACT UP, qui ont fait des actions très spectaculaires, en voyant de la peinture sur les PDG de certains de ces dirigeants de laboratoire, la peinture rouge pour évoquer le sang, et pour leur faire honte de ne pas laisser leur traitement à un prix accessible dans les pays pauvres. Et il a fallu toute cette pression pour que finalement, ils acceptent de rogner un peu leur propriété sur leurs brevets, sur leurs médicaments, quoi. C'est ça. Hein. Donc, la propriété sur les médicaments, sur ces brevets, elle existe. Ceci dit, on n'a pas le droit d'en faire un usage abusif, surtout qu'en l'occurrence, on voit qu'ils ont trouvé des systèmes qui protègent leurs intérêts, qu'en fait, ils ont réussi à le faire, heureusement qu'ils gardent il faut qu'ils gardent leur rentabilité, sinon ils n'inventeront pas de nouveaux médicaments, donc ce serait dommage, mais ce serait plutôt un gros préjudice. Mais finalement, il existait des solutions, mais il fallait qu'ils les cherchent. Voilà, donc pour la propriété, y compris toutes les propriétés, mais y compris la propriété industrielle, elle a ses limites qui sont importantes à mettre en œuvre. Alors, pour ce qui est de la
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les entreprises ont des savoir-faire qui ne sont pas nécessairement brevetés, puisqu'il y a un certain nombre de procédés, de savoir-faire, de technologies qu'elles vont préférer ne pas publier, donc ne pas breveter, parce que si elles brevettent, elles sont obligées de les rendre publiques, donc elles ne brevettent pas, mais elles les gardent secrètes. Et ça peut être aussi des méthodes, des méthodes internes de gestion ou des savoir-faire dans différents domaines qu'elles gardent secrets. Mais dans la mesure où elles peuvent prouver qu'elles ont tout fait pour les garder secrets, donc contrat de confidentialité avec les fournisseurs, confinement dans des lieux particuliers où les gens ne peuvent pas aller venir comme ils veulent, même sans breveter, une entreprise a la propriété de ses savoir-faire. Et s'il y a des gens qui font les poubelles de l'entreprise pour voir comment elle s'y prend, pour découvrir ses secrets industriels, ces gens sont condamnables en justice. On n'a pas le droit de faire ça. Et il y a un cas qui vous montre ça, c'est le cas de l'entreprise Chantel, qui fabrique des soutiens-gorge. Et en fait, le soutien-gorge, c'est un produit très technique, avec 20 à 30 composants. Et donc, l'entreprise Chantel n'avait rien déposé. Pour faire des soutiens-gorge, c'est des modèles, c'est des fichiers de produits, mais il n'y a pas de dépôt. Mais c'est son savoir-faire que de savoir-faire des soutiens-gorge. Et une autre société qui s'appelait VF Diffusion a débauché une partie du personnel de Chantel et, en débauchant son personnel, a réussi à avoir accès aux connaissances techniques, aux procédés de fabrication, aux prochains modèles de soutien-gorge, au code des produits, aux fichiers des fournisseurs de Chantel. Voilà, donc à tout ça. Et Chantel a réussi à le prouver, parce que le problème c'est de prouver ces éléments, et a attaqué VF Diffusion au tribunal. Et VF Diffusion et Chantel a eu une indemnité de 11,5 millions d'euros pour détournement de savoir-faire. Donc, ça pour vous illustrer le fait que quand on a un savoir-faire, même s'il n'est pas breveté, eh bien, en fait, il est protégé parce que c'est votre savoir-faire d'entreprise. Si vous avez fait, il faut pouvoir démontrer que vous avez tout fait pour le garder secret. Si vous le publiez ou si c'est facile d'accès, c'est accès au public, tout le monde peut le voir, dans ce cas-là, le juge ne vous donnera pas d'indemnité si jamais on vous le vole, parce que vous ne l'avez pas protégé. Mais si vous pouvez prouver que vous l'avez protégé, vous pourrez défendre en justice votre savoir-faire, même si ça n'a pas fait l'objet d'un dépôt. Voilà ce que je voulais vous dire donc, sur ces éléments de brevet et sur ces éléments de savoir-faire. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, alors on va passer à ce que je voulais vous dire sur la marque. Donc, une entreprise qui n'a pas de barrière technologique pourra quand même arriver à créer un lien avec ses clients à travers sa marque si, pendant plusieurs années, elle a développé des produits que le client trouve intéressants, trouve satisfaisants sous cette marque. C'est-à-dire que la marque n'a pas de valeur en soi. Si je dépose une marque Tartampion, elle n'aura aucune valeur. Elle aura une valeur si pendant des années, j'ai développé des produits ou des services sous cette marque que le client trouve trouve de qualité. Et s'il en est satisfait, d'une manière objective, il va reconnaître ses produits par la marque. Et puis aussi d'une manière subjective, il va s'attacher à cette marque qui le rassure puisqu'il en a toute une expérience positive avec elle. Donc, c'est pour ça que les marques peuvent prendre une énorme valeur et qu'elles vont être au bilan dans les actifs immatériels à côté des brevets et qu'elles peuvent être une valeur de bilan importante. Mais on peut aussi fusiller sa marque. Donc le nom de ces produits, on peut aussi l'abîmer. Par exemple, l'entreprise Perrier avait une très bonne part de marché aux États-Unis. Et puis un jour, Perrier a dû rappeler ses bouteilles parce qu'il y avait eu une très petite contamination au benzène dans les bouteilles de Perrier. Et ce qui est vertueux pour une entreprise, elle a rappelé ses bouteilles, bien que le risque pour le consommateur était quasiment inexistant, mais elle a rappelé, donc c'est un acte vertueux de l'entreprise. Simplement, quand Perrier a fait ça, par les articles de presse, etc., les Américains ont compris qu'en fait, les bouteilles dans Perrier, ce n'était pas une source naturelle merveilleuse qui faisait de l'eau avec des bulles dedans, mais c'était du gaz carbonique que, de façon tout à fait industrielle, on injecte dans l'eau. Donc l'image du produit a été complètement détruite et la marque Perrier n'a jamais retrouvé aux États-Unis sa part de marché. Donc ça veut dire que, effectivement, un accident sanitaire, comme il peut y en arriver par exemple dans l'agroalimentaire, ça peut détruire tout un historique
tout un historique de produits satisfaisants avec la marque du consommateur. Donc une marque, on la construit par un historique satisfaisant, mais il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas un accident qui, du coup, détruise la valeur de votre marque aux yeux de vos clients. Alors, les marques, c'est aussi utile en B2B, hein, même si quand on vend à des entreprises, une marque qui a une forte notoriété, dont les produits sont reconnus de qualité depuis longtemps, ça va aussi faciliter la prise de décision. On va acheter une machine, mais on ne sait pas si on prend telle marque ou telle marque ou telle marque. Finalement, celle qui a le plus de notoriété, souvent, ça va être celle qui va permettre de mettre tout le monde d'accord autour de la table pour décider de faire cet investissement, parce qu'il y a une confiance qui s'attache à ce nom de marque. Donc la marque joue aussi en B2B comme elle joue en B2C. Alors une marque, qu'est-ce que c'est? C'est le nom qui sert à distinguer les produits. Donc les entreprises sont en termes concurrentiels, la loi dit qu'elles doivent distinguer leurs produits de ceux des concurrents, donc leurs produits ou leurs services. Et donc la marque, c'est le nom du produit, donc ça fait partie de la marque, mais aussi le logo. Le logo fait partie de la marque. La partition, le jingle de la publicité, tout ce qui s'écrit peut faire partie de la marque. Alors, les entreprises sont libres de déposer ou pas. En général, elles déposent leur logo et en général, elles déposent aussi le jingle de la pub. Donc une marque, ça va être composite. Alors, peut faire partie aussi de la marque la forme du conditionnement. La forme de la bouteille Perrier, la forme de la bouteille Coca-Cola est déposée avec la marque Coca-Cola. Je pense à la forme de la bouteille Perrier aussi, Orangina aussi, je pense que toutes ces formes de bouteilles sont déposées avec la marque. Et je pense que la forme de la bouteille d'Isio 4 avant, qui était une bouteille avec un creux au milieu qui était facile à prendre comme ça, devait être déposée aussi avec la marque. Mais maintenant, ils ont changé de forme de bouteille. Donc, la marque, ça peut être tout ça, mais ça veut dire que l'entreprise dépose tout ça. Elle peut aussi décider de déposer que le nom, mais dans ce cas-là, elle risque d'être imitée, par exemple, sur son logo ou sur son jingle. Donc, elle peut aussi déposer l'ensemble de ces éléments. Donc, tout ce qui peut être écrit, et une partition, ça peut être écrit, le dessin d'un logo, ça peut être écrit, peut être déposé. Et donc, vous pouvez voir dans les fichiers de marque à l'INPI, vous trouverez les différentes bouteilles de telle ou telle entreprise qui ont été déposées sous telle ou telle marque. Alors, oui, je voulais dire que la marque, c'est vrai que c'est l'historique des produits de façon objective. La notoriété de la marque va évidemment être renforcée par la publicité, qui a un effet très fort, même si on n'est pas toujours conscient de la manière dont on est influencé par la publicité. Mais donc là, il y a à la fois l'historique objectif des relations du consommateur à des produits sous cette marque, ces produits qui les ont satisfaits, puis il y a aussi le renforcement par la publicité concernant cette marque qui va faire que cette marque va prendre de la valeur. Alors, il y a des marques de fabrique, de commerce et de services, donc ça dépend des secteurs. Alors, pour avoir la propriété d'une marque, il faut la déposer, sauf pour les marques notoires, c'est-à-dire les marques qui sont extrêmement connues, Nestlé, Danone, L'Oréal, Google. Toutes les marques extrêmement connues, en France, il faut que vous les déposiez pour en avoir la propriété. Non, qu'est-ce que je dis? C'est exactement le contraire. Donc, en général, pour avoir la propriété d'une marque, il faut que vous la déposiez en France. C'est la règle, sauf si vous êtes une marque notoire, c'est-à-dire extrêmement connue. Donc là, même si vous ne déposez pas la marque, vous êtes propriétaire. Si Dior n'avait pas déposé la marque, mais je pense qu'il l'a déposé, parce que je pense qu'il les dépose en fait, mais si ce n'était pas déposé, quelqu'un qui essaierait de faire des produits sous la marque de Dior serait contrefacteur, même si Dior n'avait pas déposé sa marque. C'est ce qu'on appelle une marque notoire, parce que c'est évident que cette marque-là appartient à cette entreprise-là. Mais pour toutes les autres entreprises qui n'ont pas des marques aussi connues, pour avoir la propriété de leur marque, elles doivent la déposer. On n'a pas besoin d'entretenir une marque. On la dépose, il faut la redéposer 10 ans après, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un brevet parce qu'on n'a pas besoin d'entretenir sa marque. Alors là, c'est différent en France et aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il suffit que vous puissiez prouver que vous utilisez ce nom commercial depuis plusieurs années pour qu'on vous considère que ça vous appartient.
Donc là, vous n'avez pas besoin de déposer. Il suffit que vous prouviez que vous faites du business avec cette marque depuis longtemps. Et on va considérer que vous en êtes propriétaire et que les autres n'ont pas le droit d'utiliser ce même nom. Donc là, c'est deux cultures différentes et deux réglementations différentes. Alors, la demande de dépôt de marque va être faite toujours par un conseiller en propriété industrielle. Donc, il faut d'abord que vous vérifiez que cette marque n'a pas été déposée ailleurs pour ce même type de produit ou de service. Donc, que dans cette catégorie de produits ou services, la marque n'a pas été déposée par quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, il faut chercher un autre nom de marque. Mais sinon, donc vous allez pouvoir déposer votre demande de marque et les coûts, bon, vous voyez, c'est nettement moins cher qu'un brevet quand même, et ça va vous protéger pendant 10 ans. Alors, plus cette marque est déposée donc pour des domaines d'activité diverses, plus ça va vous coûter cher. Hein. Donc, vous voyez, pour 1, 2, 3 classes, donc c'est un coût autour de 2500, 3000 euros. S'il y a d'autres classes, bon, ben ça, si vous déposez votre marque sur d'autres secteurs, d'autres domaines d'activité, donc ça va augmenter, le prix va augmenter un peu à chaque fois. Donc vérifiez que la marque est disponible, et ça l'INPI ne le fera pas à votre place. Enfin, il ne le fera pas gratuitement. Vous pouvez lui demander à l'INPI de vérifier que le nom de la marque est disponible, mais il faudra le payer pour ça. Et il y a d'autres sociétés qui peuvent aussi vérifier que la marque est disponible, mais c'est toujours moyennant finance. Et même, il y a des sociétés qui peuvent vous chercher un nom de marque, hein, peuvent vous aider à chercher un nom de marque qui n'existe pas ailleurs dans le monde. Hein, il y a des sociétés spécialisées qui font ce genre de travail. Donc, consultez les bases de données de marque avant d'envisager tel ou tel nom, et puis faire en général les recherches d'antériorité par une société spécialisée. C'est plus prudent pour ne pas être contrefacteur. Alors, donc ça, c'est les différents organismes au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial qui vont s'occuper des marques, où vous aurez donc les bases de données pour vérifier que votre marque n'existe pas déjà, n'a pas été déjà déposée par un autre acteur. Alors, au bout de... Oui, je vais rester sur ce slide-là pour l'instant. Au bout d'un mois et demi, l'INPI, un mois et demi après votre demande de dépôt de marque, l'INPI va publier votre demande au bulletin officiel de la propriété industrielle. Et les acteurs qui auraient une antériorité sur cette marque, c'est-à-dire qu'en fait, l'utiliseraient déjà, l'auraient déjà déposé, ont 2 mois pour contester votre demande de marque. Et au bout de 6 mois, en fait, l'INPI va publier l'enregistrement de votre marque, dans la mesure où il l'accepte, où il la valide. Il va la publier au bout de 6 mois dans le bulletin officiel de la propriété industrielle. Donc, c'est beaucoup plus rapide que pour un brevet. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez utiliser votre marque. Alors, pour qu'une marque soit valide, elle doit donc être disponible dans cette classe de biens et services. Et il faut faire donc une recherche d'antériorité avant d'essayer de déposer une marque. Mais une marque peut exister pour des biens qui appartiennent à des classes différentes, sauf si ce sont des marques notoires. C'est-à-dire que si c'est des biens qui sont dans des secteurs différents, ce n'est pas grave si c'est le même nom de marque, sauf pour les marques notoires. Il y a eu le cas, par exemple, de la marque Éminence, qui était à la fois un sous-vêtement et un camembert, et ça ne posait pas de problème. Il y a aussi la marque Lafarge, qui est toujours une marque de ciment, et qui a été à un moment, je ne pense pas que ce soit toujours le cas, une marque de farine. Et là aussi, ça ne posait pas de problème. Il n'y avait pas de contrefaçon de marque parce que ce n'était pas dans le même domaine d'activité. Par contre, si c'est une marque notoire, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas créer tout d'un coup des vêtements qui s'appelleraient Coca-Cola, même si Coca-Cola n'a pas déposé sa marque dans la catégorie de vêtements, ou créer des produits alimentaires Dior, même si LVMH n'a pas déposé la marque Dior dans la catégorie agroalimentaire. Donc pour les marques notoires, vous n'avez pas le droit de déposer une marque dans quelque secteur que ce soit. Alors, la marque ne doit pas être trompeuse, c'est-à-dire que si vous faites des montres et que vous les appelez Genova pour profiter de la belle image quand même de qualité de l'horlogerie suisse, vous n'avez pas le droit. Vous pourrez être condamné en justice comme essayant justement de profiter d'une image de qualité qui a été construite par un autre acteur. Votre marque ne doit pas non plus être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Alors, une marque peut être déposée par un individu ou par une entreprise. Elle peut être déposée par un seul acteur ou par plusieurs. Vous allez la déposer à l'INPI ou en province au greffe du tribunal de commerce. L'INPI, donc, quand vous aurez fait la demande, va examiner la validité de votre marque, vérifier que vous n'êtes pas de contrefacteur. Et si l'INPI valide votre marque, vous êtes protégé pour 10 ans et vous pouvez la renouveler indéfiniment, mais chaque 10 ans, il faudra faire un nouveau dépôt, et donc avec les coûts afférents. Si vous modifiez un signe de la marque, c'est le logo par exemple, ou le jingle de la pub que vous avez déposé, à chaque modification, vous devez redéposer les modifications des signes qui font partie de votre marque. Et souvent, les entreprises modifient, les grands groupes notamment, modifient les logos pour que leur marque reste vivante, ne prenne pas un aspect, ne soit pas perçue de manière trop traditionnelle. Pour dynamiser un peu l'image de la marque, ils font évoluer leur logo de marque. Par exemple, Danone à une époque, donc c'est écrit Danone en majuscule, était souligné d'un trait bleu, c'était souligné d'un simple trait bleu droit. Et puis ensuite, ils ont fait évoluer ça en espèce de... Le trait bleu est devenu un petit peu une vague bleue. Et puis maintenant, Danone sourit avec un trait bleu courbe comme ça. Donc c'est une évolution très progressive pour que le consommateur continue à identifier, ne perde pas son lien à la marque, pour ne pas trop perturber la perception du consommateur. Mais c'est quand même une évolution pour dynamiser un peu l'image du groupe, qu'il n'ait pas l'air de rester trop routinier, trop traditionnel. Et donc à chaque fois, il faut qu'il paye. Il faut qu'ils payent à chaque fois qu'ils modifient ce logo, qu'ils redéposent leur marque. Alors, comme une marque, vous allez pouvoir étendre les droits sur la marque à l'étranger, exactement comme un brevet. Vous allez étendre soit pays par pays, soit il y a un dispositif pour déposer au niveau communautaire de l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Et il y a des dépôts, il y a des traités internationaux qui vous permettent de déposer dans plusieurs pays. Alors, soit vous pouvez passer directement vous adressez directement à l'Office d'harmonisation du marché intérieur pour l'Europe, soit vous passez par l'INPI qui transmet le dossier aux autres organismes à l'échelon géographique supérieur. Alors, il faut savoir il y a des choses qui sont des marques. Par exemple, le label rouge des poulets, c'est des marques. Donc tout le système label rouge qui s'applique aux poulets ou à autre chose, ce sont des marques collectives qui sont basées sur le fait que l'ensemble de ces producteurs se sont engagés à appliquer un certain cahier des charges. Mais donc c'est une marque. De même, le poinçon des bijoux, qui garantit un certain taux en métal précieux dans les bijoux, c'est aussi une marque, pareil, c'est une marque collective de tous les orfèvres qui s'engagent à mettre le même taux de métal, garantir le même taux de métal dans les bijoux. Les signes de qualité, comme les appellations d'origine contrôlée, les IGP, etc., ne sont pas des marques. Mais par contre, elles ont en fait la force des marques au niveau... elles peuvent être défendues avec exactement... Elles peuvent défendre donc les acteurs qui les portent avec exactement le même pouvoir des marques. Enfin, elles ne créent pas forcément le même lien avec le consommateur, ça dépend lesquels. Mais en tout cas, au niveau juridique, au niveau propriété, les acteurs ont la même propriété sur les appellations d'origine protégée qu'ils ont pour des marques, et même peut-être encore plus. Et LVMH en a fait l'expérience parce qu'il avait voulu appeler un parfum Champagne. Et les viticulteurs, la filière viticole de Champagne a été au tribunal en arguant que le mot Champagne, en fait, il a cette image de qualité du fait du travail depuis des générations des viticulteurs de la région Champagne, et que LVMH n'a absolument pas le droit de s'attribuer cette marque. Surtout qu'apparemment, je n'ai pas l'impression qu'ils aient proposé la moindre compensation financière à la filière Champagne pour utiliser ce mot. Et donc, LVMH n'a absolument pas pu utiliser cette marque. Et effectivement, le tribunal a invalidé cette marque. Et du coup, LVMH a appelé son parfum Cinéma. Donc, ces questions d'appellation d'origine, ça fait aussi l'objet il y a des enjeux économiques importants.
Et donc, il y a du lobbying à faire. Par exemple, sur la feta, pendant des années, la feta que vous trouviez dans les linéaires, en fait, elle était faite au Danemark par les producteurs, par les fabricants de produits alimentaires, de produits laitiers danois, qui sont très productifs et qui peuvent faire des produits qui ressemblent à la feta et avec un faible coût. Et donc, partout, en fait, ils utilisaient le mot feta parce qu'en fait, la feta n'avait pas été déposée comme appellation d'origine contrôlée. Les Grecs, un jour, se sont réveillés et se sont dit « mais c'est pas normal, la feta, c'est un produit grec qui a certaines caractéristiques qui est liées à la culture grecque et au savoir-faire grec. » Et donc, ça a été très long pour qu'ils fassent reconnaître au niveau européen, parce que maintenant, ces appellations d'origine se décident au niveau européen, qu'ils avaient un droit sur cette appellation d'origine feta et que les Danois n'avaient absolument pas. Donc, ça a été très long, mais ils ont fini par l'obtenir. Et du coup, maintenant, tous ces fromages qui ont un goût approchant de la feta et qui sont vendus, vous verrez que dessus, il n'y a plus du tout marqué feta. Ce qu'il y a, c'est que les producteurs ont réussi à créer des marques qui maintiennent le lien avec le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur qui veut mettre des carrés de fromage dans sa salade, il achète telle ou telle marque. Même s'il n'y a pas marqué feta, il sait ce qu'il va avoir. Mais par contre, maintenant, vous trouvez ce que vous ne trouviez pas avant, c'est-à-dire de la feta dans les linéaires, de la feta grecque dans les linéaires de supermarché, qu'avant vous ne trouviez pas. Donc, ça fait quand même un peu plus de marché pour les producteurs grecs de feta que ça ne faisait auparavant. Voilà, alors, donc votre marque, si vous ne la défendez pas contre la contrefaçon, personne ne le fera à votre place. C'est-à-dire que quand vous voyez que votre marque est contrefaite, il faut faire venir un huissier, qu'il photographie, il faut faire un dossier pour apporter la preuve qu'il y a contrefaçon et aller en justice, avec les frais d'avocat que ça implique, pour empêcher les autres d'utiliser votre marque. Oui, effectivement, dans les linéaires agroalimentaires, on voit qu'il y a pas mal d'emballages de marques sous des marques MDD qui ressemblent beaucoup qui ont les couleurs, le design de certaines marques, effectivement. La grande distribution est extrêmement puissante et c'est très difficile, c'est très délicat de traîner votre client, qui fait peut-être 30, 40, 50% de votre chiffre d'affaires, au tribunal. Donc la contrefaçon n'est pas toujours punie quand l'acteur est suffisamment puissant. Donc, si la marque n'est pas utilisée pendant 5 ans, vous pouvez demander sa déchéance par voie de justice pour vous-même utiliser cette marque. Alors, il faut savoir que la contrefaçon, on va considérer que vous êtes contrefacteur s'il y a une ressemblance qui peut être simplement une ressemblance phonétique, et même si ce n'est pas écrit pareil, mais si ça sonne de la même manière, on va considérer que vous êtes contrefacteur. Si c'est simplement conceptuel, donc il y a une marque qui s'appelle Cogito. Si vous décidez d'appeler vos produits Ergosoum, vous allez être considéré comme contrefacteur de la marque Cogito. Ou si simplement ça ressemble, c'est-à-dire que Provital et Antivital sont généralement considérés comme contrefacteurs de la marque Vital. Et parfois, on ne pense pas au fait qu'un acteur a pu déposer sa marque. Par exemple, la cristallerie Dôme voulait appeler ses verres Ritz. Mais ils n'ont pas pu parce qu'en fait, l'hôtel Ritz avait déposé la marque, y compris pour sa verrerie. Donc, l'hôtel Ritz s'était dit qu'il y aurait un fabricant qui aurait sans doute cette idée-là et a protégé donc, son nom d'hôtel jusque sur les verres. Et donc, Dôme n'a pas pu utiliser ce nom de marque-là. Donc en général, pour défendre sa marque, là on dit saisie contrefaçon, en fait vous n'allez pas toujours saisir, mais au moins vous ferez des photos de façon à pouvoir prouver la contrefaçon au tribunal, parce que saisir, si jamais après le tribunal trouve qu'il n'y a pas contrefaçon, ce serait extrêmement pénalisant pour la personne dont on saisit la marchandise. Donc souvent l'huissier va se contenter de faire des photos et de constater qu'il y a des produits qui ont tel ou tel nom ou telle apparence, tel ou tel aspect de couleur du packaging qui rappelle la marque. Voilà, donc j'ai fini sur ce